Vous êtes à l'écoute de la Ligue des Cinévores avec moi, Mathieu Bellec-Prévost, votre animateur, et je suis toujours avec mon fidèle bras gauche, mon co-animateur, mon inséparable, Max. Comment ça va, Max? Ça va super bien, toi, mon chum. Ça va super bien. Écoute, grosse semaine dans l'univers du cinéma, on peut dire, quoi qu'il n'y a pas tant de nouvelles que ça, mais quelques nouvelles intéressantes. En passant, on parle d'un gros film cette semaine, une de mes franchises préférées. On parle de John Wick 2. J'avais adoré le premier et le 2, j'adore aussi. Une très bonne franchise qu'on a pas la semaine passée parce qu'ils ont annoncé une série de Continental qui va être basée dans le même univers. Avec le personnage qui va être présent aussi dans la série, secondaire, ce que j'ai compris. Donc ça va être intéressant, j'ai hâte de voir ça. Et on va parler entre autres de Pieuse de Tombe, d'un duo d'acteurs iconiques et on tease notre toile. Les chroniques. Alors, on est du côté des chroniques, et comme chaque semaine, on commence parce qu'on a vu et écouté. Et pour ma part, une semaine assez calme. Max, je pense que toi aussi. Ouais, quand même, on va dire. Ok, d'accord. Et je pense que je vais commencer pour une fois pour parler de ce que j'ai vu, si tu me le permets, évidemment. Ah, vas-y. Donc, j'ai été quand même pas mal occupé cette semaine. J'ai plus gamé que j'ai écouté des séries. Ben là, on fait un podcast de cinéma, puis tu games plus. Voyons. Ça arrive pas si souvent que ça. J'ai quand même écouté toutes mes séries habituelles. Ben, j'écoute beaucoup de séries par semaine. Reste que... As-tu commencé le Mentaliste pour une troisième fois? ou Non. Puis honnêtement, j'ai pas fini la saison du Mentaliste pour une deuxième fois. Je me suis un peu écœuré. Après 14 saisons. Il y a 7 saisons, tout ça. C'est ça, mais x2. Ouais, je sais bien. Mais c'est pas pire, moins pire que Smallville que j'ai écouté quasiment 3 fois chaque et qui a 10 saisons. Tout ça te lève le cœur. C'est pas des 15 épisodes, là. C'est quoi? C'est à peu près une vingtaine de C'est 22 épisodes par saison. Oh mon dieu. Hey, t'as écouté pas loin de 220 épisodes. Fois 3, t'as écouté pas loin de 600 épisodes. Puis c'est tellement... Ah, en tout cas, Ouais, je sais que les 5 premières saisons sont assez pénibles là, de la série. Ah, je comprends pas. Ouais, disons que quand j'aime quelque chose, je l'écoute intensément. C'est comme la série Caméra Café, la version québécoise. J'en ai, je pense, parlé à quelques reprises à l'émission. Ouais, parce que la version française... Ouais, j'ai écouté quelques extraits. Je trippe moins, surtout à cause du mot. Mais la version québécoise, c'est la série que j'ai le plus écouté dans ma vie. Je pense que j'ai arrêté de compter après la 15e fois que je l'ai écouté au complet. Je dois être rendu au moins avoir écouté au moins 40 fois la série. Souvent, j'écoute ça en mettant de gamer ou en faisant du ménage et tout comme ça. Je mets ça en son de fond. Ça passe bien. Puis c'est des courts épisodes, donc ça s'écoute bien. Puis je m'étonne jamais de l'humour de Martin Matt, de Pierre Brassard, de toute ce gang-là qui sont vraiment bons. Et ça peut pas être excessif, mais c'est le genre de série que je trouve que c'est comme des sketchs. Fait que ça s'écoute bien de temps en temps, puis t'es pas obligé d'écouter dans l'autre que tu veux. Donc, moi, j'adore ces séries-là pour ça. Bref, pour les séries que j'ai écoutées cette semaine, que j'avais envie de parler, il y a la série que j'ai parlé la semaine passée, Hell of Will, que j'ai découvert la semaine passée, L'Enfer dans l'Ouest, je crois, en français. Et j'avais écouté la première saison la semaine passée. Et là, je suis en train de terminer la deuxième saison. Il me manque, je pense, c'est 1 ou 2 épisodes de mémoire. Et je dois dire, tu m'avais parlé que à partir de la deuxième saison, ça venait un peu n'importe quoi. Tu m'avais dit ça la semaine passée, Max. Cette série-là? Ouais. J'ai dit ça, moi? Ouais, t'avais dit ça. Ah, ça m'avait perturbé. Et je dois dire que, il faut dire que la série fait des bons. Entre la première et la deuxième saison, il y a 1 an qui passe. Et je sais que les bons augmentent entre chaque saison, je crois. Et ça paraît, puis aussi le début de la deuxième saison est assez perturbante. J'ai un peu une misère à comprendre comment... Parce qu'on suit un personnage principal qui est en quête de vengeance, et le début de la deuxième saison, je trouve ça perturbant parce qu'on dirait qu'il a oublié son but, et que... Puis rapidement aussi dans la deuxième saison... on a l'impression qu'il ne cherche plus autant à faire sa vengeance, c'est comme devenu secondaire. Et on s'intéresse plus à l'histoire autour qui est de la construction du chemin de fer et qui est très intéressante en soi. L'ambiance est très bonne. D'ailleurs, avec l'acteur Common qui fait un très bon rôle et que j'adore beaucoup, qui se développe énormément dans la deuxième saison. Et la série apporte beaucoup de comment je dirais ça, de critiques, de nouveautés, mais aussi des critiques, je dirais, dans le sens que Common, qui est un acteur afro-américain, dans la série, il aime une femme blanche. Et dès le début que leur relation, ils peuvent pas être ensemble parce que c'est pas deux blancs, fait que c'est mal vu. Et c'est quelque chose qui est un peu comme... C'est du racisme, dans le fond. Et ça montre... Je trouvais ça intéressant qu'ils mettent ça de l'avant dans la série. Même chose avec un autre couple. Il y a 2 couples comme ça. Le deuxième couple, c'est un Amérindien qui sort avec une femme blanche. Et encore là, c'est le même principe. Il y a un racisme qui se fait parce que ça se voit pas de même. Et je trouve ça intéressant parce que c'est quelque chose qui
qui est toujours présent dans notre société, le racisme. Et j'avais remarqué dans les films récents que j'ai écoutés, et même ça fait un bout, souvent on voit pas les couples mixtes. On en voit de plus en plus, mais reste que dans le cinéma, souvent c'est le couple noir, le couple blanc, le couple asiatique. C'est rare qu'ils mixent les différentes ethnies. Même les publicités sont plus avant-gardistes qu'eux autres. Pour vrai, là. J'en vois souvent les publicités où on voit un couple complètement de nationalités différentes, les deux, puis tu sais, ça passe comme du beurre, c'est naturel. Ouais. Mais au cinéma, je dirais que c'est encore stagné sur deux blancs, deux noirs. Tu sais, même dans les séries, souvent les séries animées, c'est ceux qui font, mettons, American Dad ou les Simpsons. T'as le couple noir, le couple asiatique. C'est très caractéristique, puis on voit ça dans toutes les séries. Même si ça commence tranquillement à un peu plus se développer, il reste que c'est moins présent. T'as-tu vu... je dérape là, ok. Mais t'as-tu vu la dernière annonce de Hyundai avec Guillaume le Métivierge? Non, je l'ai pas vu. Pourquoi j'en parle, c'est que si vous avez la chance, ça se passe dans un un genre de camion, si on veut, là, comme un gros Cherokee, je pense. Parce que, whatever, c'est pas ça le point. Guillaume le Métivierge, j'étais avec une femme noire dans la publicité. Mais comment que c'est fait, c'est que probablement cette annonce-là a plusieurs versions. Puis ils ont juste rajouté Guillaume le Métivierge, genre, dans des scènes qui ne sont pas avec elle. OK. Fait que c'est vraiment genre, si tu le remarques pas, tu le réaliseras pas. Ben, quand tu le vois, c'est évident, genre, que ça a été rajouté au montage. Là. Oh my God. Il fallait que j'en parle. Je m'excuse, j'en parle. Je vais finir ta parenthèse parce que j'ai remarqué ça. Moi, j'aimais ça pitonner quand j'écoutais la TV. Vu que j'ai plus de lico, tout ça, ben, je fais plus ça. Mais des fois, je voyais la même publicité sur, mettons, Radio-Canada, puis après, j'ai envoyé, mettons, sur CTV ou CBS, puis c'est la même annonce, le même sketch, tout ça, mais les acteurs, c'est pas les mêmes, mais c'est la même scène, tout ça. Fait que je trouve ça fascinant. Ça coûte moins cher. C'est qu'ils font juste pas le même décor, ils font juste changer les acteurs. Donc, en tout cas, bref, pour continuer sur ma série, j'aime beaucoup la série Hell of the Will. Je dirais que la saison 2 est un peu dégoûtante. Off the Will ou Off Wheels? Off Will, excuse. Et est un peu dégoûtant, je dirais, deuxième saison. Je sais qu'il est très bien coté pareil. Reste que... Vous savez qu'on perd l'essence du personnage principal, qu'il cherche sa vengeance. J'ai pas l'impression à la saison 2 que c'est son but recherché. J'ai comme l'impression qu'on s'éloigne de ça. Je trouve ça un peu dommage. C'est pas négatif que je dirais. Mais dans l'ensemble, la série est très bonne. Et puis aussi, j'ai tellement aimé la série que ça m'a donné le goût de rejouer un jeu que j'ai rushé pour pouvoir y rejouer puis j'ai pas pu. C'est Red Dead Redemption. C'est un jeu vidéo pour ceux qui connaissent, un jeu western par les créateurs de Grand Theft Auto. Et j'avais adoré, j'avais joué, j'avais fini à 100%, j'avais adoré. Et il n'est pas disponible sur PC, ma première déception. Non. Et j'ai essayé de le faire fonctionner avec un émulateur. T'as jamais été capable, je suis sûr. Et c'est dans la liste des jeux qui ne sont pas encore faisables par émulateur, parce que j'étais très déçu. C'est très demandant, là. Ben quand même, mais il reste que les vieux Grand Theft Auto sont fonctionnels sur PC. J'imagine qu'ils sont plus compatibles. Mais il reste qu'après, j'ai essayé par ma PS4. Je me suis dit, il doit être disponible sur le store, je vais l'acheter. Et non, faut que tu prends un abonnement de PlayStation Nord. Je sais pas si tu connais. Ouais, ben le premier mois est gratuit. Ouais, le premier mois est gratuit, mais après, il faut que tu payes. Ouais, ça coûte 20$. Puis c'est pour jouer à des vieux jeux. Puis j'étais comme, je veux jouer à ce jeu-là, moi. Non, je te file. Je trouve ça frustrant. En tout cas, je vais continuer ma quête en attendant que le 2 sorte à la fin de l'année. Mais j'ai vraiment le goût de jouer à ce jeu-là. La série, ça me rappelle ça. Surtout que le sous-titre de la série, le titre, c'est Hell of Will. Le sous-titre, c'est Redemption. Comme Red Dead Redemption, je trouve le lien assez intéressant. Donc, je la conseille, c'est une bonne série. J'ai hâte de continuer. Même si c'est des courtes saisons, puis il y a juste 5 saisons. Donc, je sais que rapidement, peut-être la semaine prochaine, dans 2 semaines, je vais avoir fini la série. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Je suis un gros mangeur de séries. L'autre série, c'est Counterpart. Il n'y a pas encore de traduction en français de ce titre-là. C'est avec l'acteur, un des acteurs que j'adore, J.K. Simmons. Un acteur, écoute, c'est dans mes top acteurs que j'adore. C'est lui, qui faisait le boss de Peter Parker dans la première série de Spider-Man. Lui qui gérait le journal. Ou qui a fait récemment Whiplash. C'est pas Whiplash? Whiplash, voilà. Ou qui fait comme sur Gordon dans le dernier... Ouais, dans le dernier Justice League. Ouais. C'est un acteur qui, je trouve, qui a un charisme, qui a une voix, puis une prestance. Je l'adore. Parce que cette série-là, c'est une série science-fiction où, que, dans le fond, on le suit qui fait un simple employé dans un bureau en Europe. Vraiment banal, une vie normale. Et dès le début de la série, on apprend qu'il existe une terre parallèle, qui est la même que nous. Sauf que pendant la guerre froide, ce qui est arrivé, c'est que les Russes ont fait une expérience et ça crée un portail, une porte. Et ça relie ces deux mondes ensemble qui sont le même. Mais à partir que la porte s'est créée, les deux mondes ont pris des directions différentes.
Fait que toute l'histoire jusqu'à ce porte-là, genre, je pense que c'est jusqu'en 1982, c'est pareil. Mais de 82 jusqu'à aujourd'hui, ils ont une histoire complètement différente et il existe un double de chacun. Donc, J.K. Simmons, il est normal, mais dans ces autres places-là, c'est genre un méga agent qui se bat avec des guns, puis il faut l'intelligent, puis tout. Puis les deux vont finir par se croiser parce qu'il y a des personnages qui vont. Des méchants qui vont. De l'autre monde, qui vont venir dans notre monde à nous, et ils vont commencer à foutre la merde. Et c'est très intéressant parce qu'on voit le parallèle entre les deux, puis c'est une ambiance vraiment sombre et. Il y a plein de mystères, tu te poses plein de questions dès le début de la série. Tu t'interroges, tu essaies de comprendre tellement d'éléments. Je dirais que le premier épisode passe très vite. On finit par se poser plein de questions, mais l'ambiance est très bonne. Puis J.K. Simmons, il fait comme deux rôles, parce qu'il fait son propre rôle deux fois, mais c'est comme deux personnages différents. Puis le premier rôle, c'est un employé qui a peur, puis tout ça. Puis l'autre, il fait un gars vraiment sûr de lui, qui n'hésite pas à tuer, puis qui donne des ordres, puis vraiment, tu sais, il y a un caractère, cet acteur-là. Donc ça paraît, puis il est vraiment bon. Je conseille cette série-là. J'ai hâte de la continuer. J'ai pas eu le temps encore de continuer cette série-là, mais elle est vraiment bonne. Est-ce qu'elle est en français? Non, elle n'est pas encore en français, mais elle vient de sortir. Donc, tu l'as trouvé sous-titré, dans le fond? Ouais, sous-titré. Okay. Donc, très intéressante. J'ai deux petites séries, je vais parler. Je sais que je ne les ai pas écrites, mais je vais en parler rapidement. Nightfall, que j'ai déjà parlé, ça fait un bout qui est sorti. Ça fait quelques épisodes qui ont rendu l'épisode 7, je crois. C'est une petite mini parenthèse. T'as-tu vu les critiques qui sont sorties pour Black Lightning? Oui, ils sont hallucinants, là. Je vais en faire une mention à la fin de mon truc, mais oui. La nouvelle série de CW dans l'univers des super-héros de DC il était coté à 100% quand elle est sortie par Rotten Tomato, ce qui est énorme. Et c'est fou. Et j'ai pas encore de chance d'écouter, je veux l'écouter. J'ai fait des recherches, je connaissais pas beaucoup ce super-héros-là, je sais pas si tu le connais. Pas en tout. C'est le premier héros afro-américain de DC. Je pensais que c'était John Stewart, une lanterne noire. Ouais. Mais non, c'est Black Lightning. Et c'est par les créateurs de Luke Cage, qui est le premier héros afro-américain noir de Marvel. Donc, c'est ses concepts. Rien de moins. Et le super-héros, c'est pareil. Black Lightning est très populaire, il a toujours été. Il était très secondaire. Il est dans l'univers de Superman, dans le sens qu'il a été créé dans Metropolis, la ville de Superman. Et il va avoir ses propres méchants, tout ça. Il n'a pas eu autant la gloire que les autres comme Superman, mais il était très apprécié premièrement parce qu'il est afro-américain, mais aussi pour les valeurs qu'il véhicule, parce qu'il ne protège pas une ville, il protège sa communauté. Comme Luke Cage. Luke Cage, il protège Harlem, il ne protège pas New York. C'est la particularité aussi qu'il y avait. Puis ça fait un contraste différent parce qu'on a l'habitude de voir le super-héros qui protège la ville, qui va d'un bord avec l'autre, que lui, c'est quelques rues, puis il y a une ambiance, puis il connaît tout le monde. Puis, tu sais, le personnage, c'est un directeur d'une école secondaire, je crois. Et l'histoire commence qu'il est à retraite. Il est forcé de revenir comme super-héros pour protéger son quartier. Donc, c'est très sombre. Il y a beaucoup de questions morales qui sont mises là-dedans. J'ai hâte de voir la série pour ça. Mais pour finir avec Contrepas, c'est une très bonne série. Ah oui, je rendu à Kindfall, excusez-moi. Kindfall, je voulais en mentionner parce que c'est une série qui est partie lentement, mais que on pourrait penser que c'est très cliché, parce que on suit les Templiers qui sont à la recherche du Saint Graal, mais je trouve que la série apporte beaucoup de choses intéressantes. L'histoire est vraiment, comment je dirais ça, pas intéressante, mais à chaque épisode, elle nous laisse sur notre feuille parce qu'on veut savoir ce qui se passe, puis elle est surprenante. Parce qu'on ne suit pas juste les Templiers, on suit aussi la famille royale française, puis il leur arrive des choses assez particulières, puis ça a un impact aussi, ces Templiers, puis aussi la quête sans fin de trouver le Saint Graal, que tu te demandes à chaque épisode s'ils vont l'atteindre, à chaque épisode, t'es comme « Oh, ils vont l'avoir », finalement, ils l'ont pas. Puis c'est frustrant, mais en même temps, ça alimente le mystère autour de ça. Donc, j'aime beaucoup la série pour ça. Puis, une dernière série que je voulais parler, c'est une série québécoise qui vient de commencer, que beaucoup de gens m'ont parlé, que j'ai écouté la bande-annonce de la série et j'ai écouté le début du premier épisode. Il y a juste une saison d'annoncé, mais c'est assez percutant, c'est un sujet actuel. C'est la série Fugueuse. Je sais pas si t'as entendu parler d'une nouvelle série. Avec Claude Legault, là. Avec Claude Legault, puis une nouvelle actrice qui est vraiment en montée en ce moment dans les séries et au cinéma. Ça me parle pas, cette série-là. J'ai l'impression que c'est... comment je pourrais dire? Il y a comme une tendance actuellement, là, genre, pas une tendance, mais dans le sens que on parle beaucoup d'agression sexuelle, puis c'est correct pour en parler, là, c'est pour dénoncer. Mais j'ai l'impression que c'est... On profite du moment pour sortir cette série-là. C'est le feeling que je vois. C'est aussi dans la place qu'au Québec, on a une montée du nombre de fugues surtout des filles. Aussi. La série, elle se vaut pour une saison, mais elle veut explorer à fond tous les aspects
de ce que peut vivre une fugueuse. Ah, c'est juste une saison, il n'y en a pas d'autres? Une saison. Ok, ouais, mais ils font souvent ça, TVA. Ouais, TVA sont forts pour ces séries comme ça. Et c'est très sombre. J'ai écouté pas au complet le premier épisode, mais le début. Puis dès le début, tu sens l'ambiance. Tu as même un certain malaise, dans le sens que la fille, l'actrice n'a pas 16 ans, là, je pense qu'elle a 19 ans, mais son passage de 16 ans. Puis rapidement, ben, il y a des scènes de sexe, tout ça. Et tu sais, la fille n'a pas l'air d'être une adulte, mais elle a l'air jeune. Elle a l'air très jeune, tu sais, ça crée un certain malaise, mais c'est voulu parce que ça donne tu vis ce que tu vois ce que la personne, comment une fille tombe dans la déchéance, il se fait avoir, il tombe dans l'univers de prostitution, à fugue, elle se rebelle contre ses parents, tout ça. Chaque épisode, espère, c'est de plus en plus sombre. Je pense qu'il y a 3 épisodes de sortie. Puis ce que j'ai entendu des gens autour de moi dans la série, c'est très percutant, très troublant. Puis c'est bien fait, là. C'est bien travaillé. On a l'impression que c'est réaliste là, comme série. Et j'ai trouvé ça un drôle de clin d'œil, mais la première scène de la série se passe devant mon école Promédia que j'ai étudiée à Montréal. Puis c'est aussi là qu'il y a la première scène du film qu'on parlait tantôt, John Wick 2. Donc je trouve ça assez ironique comme lien à faire, mais je voulais le faire. Donc, moi, j'habitais avant à Montréal, puis j'habitais comme au coin de la Visitation et Ontario. Et il y a eu tellement de séries et de films dans ce coin-là, ça n'a pas de sens. Je me rappelle, il y avait une année, on ne pouvait pas traverser la rue, puis c'est parce qu'il y avait le tournage de 19-2 qui se faisait au coin, genre. Où je fallait que je prenne le métro Baudry pour aller travailler. Puis ça arrivait des fois que j'étais obligé de faire le grand tour parce que le métro était bloqué parce qu'il faisait un tournage. Aïe, aïe, mais ça, quand ils font ça à 7 h du matin, ça... Ouais. Ouais. Ils essaient tout le temps de faire ça dans des heures raisonnables, mais c'est vrai que des fois, ils n'ont pas le choix. Mais ouais, fait que c'était le tour, je le parlais. C'est rare que je parle de série québécoise, je voulais en faire mention parce que c'est la série du moment. Donc, je vais sûrement l'écouter dès que les autres épisodes... Je vais finir le premier épisode. Puis d'après moi, je vais continuer. Ça a vraiment bien fait. J'aime ça les histoires, les séries, quand le scénario se tient, puis qu'ils vont pas juste nous montrer, mettons, juste du sexe ou juste de la violence, qui est vraiment un scénario autour de ça. Comme la vigueur va tomber un peu dans le piège. Là. Ouais, voilà. Et donc, je vais te laisser à ton tour. Qu'est-ce que tu as vu cette semaine? Ben écoute, j'ai écouté un épisode de District 31. Ah, pour vrai? Parce que ma famille écoute ça et j'étais chez eux. Et j'ai écouté l'épisode. Est-ce que c'est pas pour moi, ça? Ah ouais? Des romans savons de même. Là, des savons? Ah, sacré. J'embarque pas. Ben, je sais que la série était très bien cotée, mais que la fin de la première saison a fait chier beaucoup de fans. Ouais, je connais la raison. Ouais. On se spoilera pas d'un coup qu'il y a quelqu'un qui écoute ça. Ouais. Ben, c'est pas pour moi. Non, j'ai écouté rien qu'un film cette semaine. J'ai pas écouté de série, rien. Écoute, j'étais en stage, puis j'ai pas beaucoup de temps. J'ai écouté le dernier film de Décadence, Jigsaw. Oh, j'adore ce sigle-là. Je m'étais fait un marathon à l'époque. J'avais écouté tous les films je pense que c'est en 2 semaines. C'est vraiment bon. Ah, écoute, c'est un faux remake. C'est ça que c'est, ce film-là. Ah ouais, c'est un faux remake? C'est un faux remake. C'est pas une suite? C'est une suite, mais qui se veut comme un remake. Ah, d'accord. C'est correct. Pour vrai, ça aurait mérité de mieux que ça. Je trouve qu'après tant d'années qu'il n'avait pas eu, ça faisait pas loin de 17 ans, je pense. Ils ont eu le temps là, pour écrire un vrai scénario, puis non, pour vrai, c'est juste ordinaire comme film d'horreur. C'est même la violence. Je te dirais, ce qui me décide le plus, c'est qu'on est habitué que les décadences, on voit beaucoup. Puis là, on n'en montre pas plus qu'il faut, genre... Peut-être parce qu'ils voulaient pas trop tomber dans le gory. Ouais. Mais non, pour vrai, il y a des personnages, à un moment donné, il y en a un qui va se ramasser dans une genre d'affaire... Ah non, je vais spoiler, là, mais c'est juste correct. C'est vraiment oubliable comme film. C'est de valeur, madame. Mais j'ai adoré la série Décadence. Je l'avais découvert en secondaire. Moi, j'ai arrêté après le 3. T'as arrêté après tout. Moi, je les avais écoutés au complet à l'époque. Je fréquentais une fille et elle trippait beaucoup sur cette franchise-là. Puis je les avais pas toutes écoutées, mais j'adorais la franchise. Ça a fait un marathon et j'avais adoré. Par contre, après ça, tu dois être tanné, par exemple. Ben, les derniers étaient moins bons en termes de qualité. Surtout le dernier qui avait fait avant celui-là, que c'était plus le même personnage principal parce que tous les films, c'est le même méchant, si on veut, acteur principal. Et le dernier, il avait changé. La qualité était un peu moins bonne. Mais reste que si tu t'attends à l'histoire du film, que tu mets de côté les épreuves, tout ça, il y a vraiment une morale en arrière de ça intéressante.
Je trouvais ça vraiment fascinant parce qu'il y en a qui pensent que c'est juste de la violence, de la torture et tout ça, mais le personnage principal, il y a une profondeur. il y a une moralité, puis c'est... Tu sais, les gens qui sont choisis pour être torturés, il y a une logique là, de ça. Là. C'est pas n'importe qui. Là. Ben, le premier, c'est ça qui faisait le mieux. Le premier, c'était même pas un film d'horreur en soi. C'était plus un suspense. Ouais, il n'y a pas tant de... Non, il n'y a pas tant de gore. Et puis l'intrigue était super bonne. Le premier film, je continue à le dire, c'est un super bon film. Ouais, je pense que les 3 premiers, c'était les meilleurs. Là. Ouais. Après, ils ont commencé à être plus dans le gore que dans la profondeur, mais j'avais adoré cette franchise-là. Je voulais l'écouter quand il avait annoncé, j'avais vu la bande-annonce, ça m'a l'air intéressant, mais je vais vouloir l'écouter parce que je suis un fan de la série, donc je vais sûrement l'écouter bientôt. Ça va être mitigé, je suis sûr. Ben, d'après ton feeling, Ben, je peux me tromper, mais d'après moi, tu vas être mitigé. Mais bref, c'est tout ce que tu as vu? Ouais, c'est tout ce que j'ai vu, j'ai pas de temps cette semaine. Je comprends. Je finis mon stage mi-février, là, après ça, là, je devrais respirer un peu. Là. Good, tu vas pouvoir faire finir Punisher Oui, il faut tabarouette. avant Jessica Jones saison 2, tu sais, ça serait comme logique, là. Ouais. Elle sort quand? Elle sort bientôt, je pense. Je pense que c'est mars. Ouais, mais là, en plus, j'ai la saison 3 de Love qui s'en vient au mois de mars. Il y a un film qui est sorti sur Netflix, ça s'appelle The Open House. Puis c'est comme, j'ai regardé la bande-annonce aujourd'hui, puis j'étais intrigué parce que dans le fond, c'est comme un jeune qui vient avec sa mère dans une maison, mais le monde du village sont vraiment bizarres. Puis à un moment donné, tu vois, il met sa tête comme sur le plancher pour écouter, puis il entend des cognements, puis il se demande ce qui se passe. Puis je suis dans des groupes de cinéma, puis le film se fait ramasser là, comme ça, pas d'allure. Puis c'est le jeune acteur qui joue dans 30 Reasons Why ou Don't Breathe. Ah, ouais, je sais de qui tu parles, ouais. Je l'aime bien lui en plus. Puis écoute, puis je suis allé voir pour le fun sur Metacritic. Il n'y a pas de critique encore en soi, mais le public il a donné comme, je pense qu'il y a une moyenne de 2.8 sur 10. Ouais. C'est catastrophique. Bref, moi c'est tout. Ok, bon, il y a des nouvelles. Quelques nouvelles, pas tant de grosses nouvelles qui est sorties. C'est assez tranquille. C'est tranquille, je vais commencer sur le permis encore. Ouais, vas-y. Faire un peu le changement de la routine, comme on dit. Et je commence avec une bande-annonce. C'est un des films que j'attends le plus cette année. Je suis un grand fan de la nouvelle franchise qu'on fait dans les jeux vidéo. Je parle bien du nouveau Tomb Raider. Tomb Raider, on est rendu à 2 jeux, le 3e annoncé aussi pour cette année. Une nouvelle ambiance plus moderne. C'est cette année. Je pense que c'est l'année prochaine. Ça se pourrait aussi. Bref, la nouvelle ambiance est vraiment bonne pour ceux qui connaissent la franchise. Au cinéma, pour ceux qui se rappellent, on a déjà eu le droit à 2 films début des années 2000 avec Angela Jolie, qui à l'époque était, je veux dire, il faut dire, était ressemblante au personnage, parce qu'à l'époque, le personnage était très caractéristique de l'époque des jeux vidéo, que toutes les femmes dans les jeux vidéo avaient des gros seins. Puis, des fesses ressorties. Ouais, voilà, tout ça. Et c'était pas que l'actrice était fake en soi, mais elle avait l'allure de le personnage dans les jeux vidéo. Et gonflable. Ouais, je vous ai pas dit de même, mais. C'est un peu ça pareil. Bref, tout ça pour dire que le premier film il était pas si pire, mais le deuxième il était pas bon. C'était épouvantable. Le berceau de la vie, je m'en rappelle. C'était hier. C'était pas bon. Gerard Butler, il jouait dans le premier. Ouais. Il était vraiment pas connu, là, avant qu'il enchaîne des films de merde récemment. Là. Je me rappelle, il y a un truc que je trouvais particulier des 2 films, c'est que le père de Tomb Raider dans Tomb Raider, c'est le vrai père de Angela Jolie. Une des raisons pourquoi il n'y a jamais eu de 3, c'est que les 2 se parlent plus. Ouais, ils se parlent plus, ouais. On a plus, je sais plus combien de temps, je pense que son père l'a bâché sur un plateau de TV, mais écoute, je parle de mémoire. Là. Je sais qu'ils se parlent plus, je me rappelle plus pourquoi, mais j'en avais entendu parler. Ça pour dire que là, ça fait des années qu'on n'avait pas eu de film. Ça fait longtemps qu'ils parlaient de faire un reboot, comme on dit. Et là, c'est le cas. On a une nouvelle bande-annonce de ce film-là. Première chose, j'adore. Écoute, l'ambiance est vraiment fidèle à l'univers de Tomb Raider. J'adore l'actrice Alicia Vikander. Une actrice vraiment en vogue en ce moment. Elle fait plein de films. Elle joue entre autres dans le dernier Jason Bourne. Vraiment bonne actrice. Elle fait une bonne fan forte. Elle tombe pas dans le cliché de la femme sexy, poupée gonflable, comme tu dirais. On voit jamais sa poitrine. Ça a l'air niaiseux. Mais c'est vrai. Je me rappelle, les anciens, on faisait beaucoup de gros plans sur les fesses puis les scènes d'Angela. Ouais. Là, c'est pas du tout le cas. Là. Non, c'est vraiment plus porté sur... C'est une fille qui pourrait être notre voisine. Là. Ouais, c'est ça. Là. Oui, elle est belle. Là. C'est super belle comme actrice. Mais ma voisine aussi est belle, tu sais. Ouais, je sais, tu regardes quand elle prend sa douche, là, mais... je prends juste des photos. Dirais ça. Mais tout ça pour dire que j'ai adoré la bande-annonce. Ça a l'air très fidèle. Je dois dire, par contre, que pour un film d'envergure comme ça, je m'attendais à de plus gros acteurs, à part pour elle, évidemment, mais il reste que, vous dire que le casting, ils ont pris des acteurs un peu plus moins connus
pour sauver sur le budget, j'imagine. Parce que tout ce qui est jeux vidéo, souvent, c'est casse-gueule, donc ils veulent faire attention. J'imagine surtout qu'ils voulaient partir une franchise avec Assassin's Creed l'année passée et ils se sont cassés les dents, comme on dit. Et là, j'imagine qu'ils veulent faire attention aussi avec Tomb Raider, voir si ça va bien être accueilli par le public. Je le souhaite. C'est adaptable en plus comme film. La seule affaire qui est réticent, c'est que visuellement, je trouve que c'est très sobre. Tu sais, y a pas, la photo n'a pas l'air hallucinant. Là. Je trouve que c'est vraiment... Puis j'ai peur qu'il tombe dans le piège du méchant avec elle qui essaie juste de s'en sortir. Tu sais, tant qu'à faire, ok, le jeu c'est parce que ça fitait, c'est une option de gameplay. Ouais. On faut tuer des ennemis, fait qu'il nous faut un méchant, qu'il soit charismatique ou non, mais qu'on ait un méchant. Mais là, dans un film, il te faut un méchant qui soit épeurant, qui est intimidant ou que son plan ait un minimum de sens. Puis j'ai peur que ce film-là tombe dans ce piège-là. Il pourrait tomber dans ce piège-là. Le méchant, il a l'air de ça, du gars qui veut la relique, puis il va tout faire il va tuer tout le monde pour l'avoir. Oh, ouais, c'est ça. Puis c'est mercenaire, il n'y a personne qui pose de questions. Ouais, c'est ça. Ils sont tous pareils, là. C'est comme les vieux Indiana Jones, là. Tu mettais le méchant. Ben, il y avait quand même du charisme, les méchants d'Indiana Jones, mais c'est typique, là. C'est je veux la relique, puis je veux tuer tout le monde pour l'avoir. Puis tu veux Indiana Jones, parce qu'il était épique. Mais c'est un peu le même principe. Et Tomb Raider, c'est dans le même genre qu'Indiana Jones, pour ceux qui connaissent pas trop l'univers. Pour mettre en contexte, on suit Lara Croft, qui est elle fait partie d'une riche famille britannique, que son père, je pense, c'est un archéologue, et il recherche des artefacts. L'histoire commence, je pense, dans toutes les versions. Son père est mort, je pense qu'il vient de mourir. Puis c'est à elle de continuer l'œuvre de son père. Puis elle part à la recherche de tombes, puis elle n'a pas peur de se battre, puis de se saler, puis elle a des compétences très particulières. Elle parle plusieurs langues, elle connaît plusieurs types d'arts martiaux, elle sait survivre en forêt, tout ça. Donc c'est vraiment un personnage très intéressant à voir. Tu te rappelles-tu de la tune de YouTube pour le premier film? Oui, je me rappelle, oui. En plus, c'est une des tunes les plus cotées de YouTube. Oh, ouais, je la connais toute. Ouais, t'es vraiment bon. J'ai hâte de voir le film. L'abondance me donne vraiment le goût. C'était ça le premier film qu'Angelina Jolie elle se battait comme avec un robot géant dans son manoir? Il me semble que c'est le premier, ouais. Ok, c'est bon, je Oui, je me rappelle, ouais. C'est le robot fucké. Pour continuer, il y a une série qui est annoncée. C'est True Seeker. Ouais, ça va être cool en maudit. C'est une série dans le genre de SOS fantôme, une série sur le paranormal, avec deux acteurs qui travaillent ensemble maintenant. Ils nous ont offert Shaun of Dead, je parle bien de Simon Pegg et de Nick Frost. Moi, ça fait longtemps qu'on les a pas vus ensemble. Ça fait longtemps, puis il était très bon dans Shaun of Dead. Il m'a fait beaucoup rire. Hot Fuzz. Oh mon dieu, que ce film-là est hallucinant. Je suis pas sûr de l'avoir vu, celui-là. J'ai jamais vu Hot Fuzz. En français, c'est Super Flick. Peut-être ça te dirait. Super Flick, oui, j'ai vu Super Flick. Ah, man. Edgar Wright, ce qu'il fait, là. Écoute, c'est super bon. Et là, ils ont annoncé une série qu'ils vont produire eux-mêmes avec leur jeune société Stolen Picture. Donc, c'est eux qui créent la série puis ils vont jouer dedans. Et c'est une série style... ils disent style SOS Fantôme. Là, il va y avoir du paranormal, des fantômes, tout ça. Ils vont faire... Mais il va de l'humour aussi. Il va y avoir de l'humour, mais ils disent que c'est une comédie horrifique. Qui vont faire des enquêtes sur le paranormal. Donc, ça va être particulier. Ouais, puis chaque épisode est indépendant. C'est pas... c'est pas une continuité réellement. Non, c'est ça, ouais. Ben écoute, moi je suis dans la crème avec ce projet-là. Là. Ça a l'air vraiment avoir un fort potentiel. Très original. J'aime le concept, c'est original. À défaut de pas avoir de Ghostbusters depuis 20 ans. Ben, on en a eu un récemment, Ghostbusters. Ah ouais? Ça te rappelle pas, hein? Non, je pense que c'est par choix. Par choix. Avec le remake de leur tune, ils ont refait la tune de Ghostbusters. C'est épouvantable, hein, ce remake-là. Le pire, c'est que le film était correct, là, mais il était juste correct. Ouais, le film est correct, mais la tune... Non, c'est épouvantable. Sacrément. J'en fais des cauchemars. C'était Fall Out Boy avec Miss Elliott, genre? Un truc du genre... Sacrément. Ça sonnait, là, c'était épouvantable. Bref, j'ai hâte de voir pour la suite de la série. Il n'y a pas encore de bande-annonce ni d'images, mais ça devrait pas tarder tant que ça parce qu'ils travaillent là-dessus cette année. Donc, sûrement cet été, on va avoir les premières images ou bandes-annonces. J'ai hâte. Il me reste une nouvelle. C'est sur le prochain film de Quentin Tarantino. C'est toujours un événement à chaque fois qu'il annonce un film. Surtout qu'il a dit qu'il en faisait juste 10. Donc, on dit à son 9e film. Fait qu'il en reste 2 dans le fond. Là. Fait que... Ben, lui qui fait là, plus un autre. Donc, check, ben, il va en faire plus, il va produire un nouveau Star Trek aussi, qu'il a dit. Donc, ouais, c'est ça. Il réalisera pas. Hein? Non, pense qu'il veut juste, il veut juste réaliser 10 films, mais ça ne dérange pas de produire d'autres trucs. Donc... Ouais, c'est ça. Ben, il peut rester dans le milieu du cinéma. Écoute, je pense qu'il doit être dans la cinquantaine. Fait que... Ouais, mais il a toujours dit qu'il voulait pas comme faire des mauvais films puis qu'il serait personne de se diluer dans le fond. Donc c'est pour ça qu'il a juste réalisé 10 films. C'est son but à la base, puis il compte Kill Bill 1 et 2 comme un film.
Parce qu'il y avait tellement de stock qu'il a dû le faire en 2 films, mais à la base, il le voyait comme un film, lui. Donc c'est pour ça qu'en tant que tel, il y a 11 films qu'il va y avoir, mais ça compte pour 10. C'est toi Kill Bill. J'avais aimé ça, Kill Bill, c'était particulier. Ah, c'est que j'avais pas aimé le 2, moi. Le 2, je pense que je l'ai vu une fois. Le 1, j'ai vu une couple de fois, mais le 2, je pense que je l'ai vu une fois. Fait que j'ai de la misère à me rappeler. Ah, c'est que j'avais pas aimé ça. La façon qu'elle tue Bill, là. Tabarouette. Tu te rappelles-tu? Je me rappelle pas, je pense. Spoiler alert, là, pour ceux qui l'ont pas vu ou qui sont en train de l'écouter, là. Ça me surprendrait, là. Elle fait juste comme donner des coups sur son ventre puis ça le tue, là. What the fuck? Ah, tu te rappelles pas? Ah, je me rappelle pas, ça fait trop longtemps le 2. Mais Inglourious Bastard, ça c'était fou. Ah, ça c'était. Ça, je suis allé voir ça, c'était moi puis j'ai capoté. Ah, c'était cœur comme film. Tout ça pour dire que son 9e film, on a quelques informations qui sont sorties. La première, ben, Leonardo DiCaprio va être dedans. C'est pas sa première participation dans les films de Tarantino. Il a fait, entre autres, le très bon Django, que j'avais beaucoup aimé. Ah, tout le monde a aimé ce film-là. Je pense que je connais personne qui a pas aimé ce film-là. Ah, écoute, c'est. Puis pourtant, Hateful Eight, il y a personne qui en parle. Ah. C'est vrai? Mais c'est un film super bon. Écoute, avec. Samuel L. Jackson. Ouais, j'allais dire, mais c'est Jamie Foxx aussi qui fait une très bonne performance. Ah, tu parles dans Django, toi? Ouais. Ok, moi je parlais Mais de. Samuel Jackson est dans quasiment tous ses films. Je Là. retournais dans Hateful Eight, Ouais. mais ouais. Mais ouais, Samuel Jackson dans tous les films de Tarantino, il est super bon. Le 3, je pense, avec Pulp Fiction. Pulp Fiction, le 8e qu'ils viennent de faire, il est dedans. Écoute, c'est toujours très bon. Et aussi, ils ont parlé un peu du film. Ça va se dérouler pendant l'été. Il n'y a pas encore de titre ni en tant que tel de résumé, mais ça va se passer pendant l'été 1969 aux États-Unis, au moment des meurtres perpétrés par la famille de Charles Manson. Et dans le fond, Leonardo DiCaprio, son personnage, ça va être un acteur vieillissant qui va avoir un lien avec cette histoire-là. Et dans le fond, c'est autour de ces événements-là, sans vraiment jouer sur cette histoire-là. Donc, c'est comme. Ça va être particulier. Je suis intrigué pour vrai. Ben, je suis intrigué aussi parce que c'est pas le genre d'ambiance qui. Ben, il n'était pas parti dans ce genre d'ambiance-là récemment dans ses derniers films. Et là, il retourne dans une affaire plus récente, plus. Ça va être sombre, j'imagine. Toujours fort sur les aveugles, parce que c'est la force de Tarantino. Donc, je suis curieux de voir. Tarantino, c'est ça? Hein? Ouais, ça sonnait vraiment comme un Mexicain. Mexicano! Moi, j'aime les tacos de Tarantino. Hola, Mexico! Ça pour dire que j'ai hâte de voir, surtout avec cet acteur-là, Leonardo DiCaprio, qui est un excellent acteur. Je sens que ça va être quelque chose d'intéressant. Puis je pense qu'il n'a rien fait depuis ce film-là, Leonardo. Depuis quel film tu parles? Non, je pense qu'il n'a pas fait depuis de Revenant, je pense. Ouais, il a fait Revenant, puis après ça, je pense. Non, je pense qu'il n'y a rien après. Ouais, je pense que t'as raison. Parce qu'il avait enchaîné comme 3-4 films d'un coup, là. Fait que, ouais, je pense que c'est en pause, là, mais effectivement. avec ses top modèles. Je sais pas si t'as déjà vu des photos de lui. À chaque fois, il est sur la plage avec genre des mannequins, là. Pas drôle de Monsieur DiCaprio. Ah, écoute, la vie est difficile, hein. Ouais. Tout ça pour dire que mes nouvelles sont finies, c'était ça. Donc, j'ai hâte de voir la suite pour ce film-là. J'ai hâte de voir les premières images. Petite mention, je le dis aussi sur lui avant de finir. Ça se peut que le projet tombe à l'eau. Parce que, je sais pas si tu te rappelles, pour le 8e film, c'était pas censé être le 8e film qu'on a vu. À la base, il avait prévu un autre film, mais son scénario avait été divulgué sur Internet. Ouais, mais il l'avait annulé. Et il était pas content, fait qu'il a dit, OK, ben fuck off, j'annule mon film. Fait qu'il avait recommencé à zéro son film. Et lui, il est très capricieux là-dessus. Si quelqu'un touche à ses affaires, il pète des coches. Ben, il a raison. Et, je le comprends. Il y a de l'argent, puis écoute, tu sais, il y a beaucoup d'énergie, puis c'est beaucoup de monde qui travaille sur ces projets-là. Ben oui. T'sais, moi, je trouve ça de valeur. C'est comme, on chante que le cinéma québécois ne se développe pas, mais il n'y a personne qui va voir les films. Ben oui. Non, mais j'ai écouté, j'ai pas écouté au complet, mais à ma job, mon boss, on a une TV, puis il écoute des trucs, puis l'autre jour, il y avait French Immersion qui jouait. Boy. Ah, mais ça, c'était pas bon, là. Mais je l'ai jamais écouté, fait que je peux pas te dire, mais j'ai écouté un bout pendant ma pause dîner, j'ai écouté un bout, le milieu du film, j'ai écouté à peu près une trentaine de minutes, puis j'aimais l'ambiance, dans le sens qu'il montrait le contraste anglophone, francophone, un peu comme Bon Cop, Bad Cop. Il n'y avait pas Peter McLeod là-dedans. Je sais pas, mais il y a Robert Chalobah dedans. Il y avait beaucoup d'acteurs. Je sais qu'il y avait un gros casting là de ça, là. Mais tout ça pour dire que je sais pas pourquoi j'allais dans cette direction-là, mais c'est pas grave. Mais ma mention, c'est que c'est toujours faire attention avec ces films-là, parce que là, il parle de cette idée-là. Mais si quelqu'un ose divulguer encore une fois son travail, ça se peut que ça tombe à l'eau puis qu'il recommence à zéro un autre film. Donc, c'est à voir, parce que là, il commence à travailler sur le projet. Donc, on va peut-être avoir des nouvelles, je pense, en 2020 ou 2019 peut-être. Ça prend du temps, lui, avant de sortir un film. Il prend le temps de travailler sur ses films. C'est bien correct aussi, j'aime mieux ça. Ça donne des films de qualité, généralement. Ben oui. Donc, surtout le dernier qu'il a fait, moi, je l'avais quand même bien aimé. Je sais qu'il avait été moins bien apprécié que les autres, mais je l'avais aimé. Donc, je vais te laisser avec tes nouvelles. Oui, OK. Dans le fond, je vais parler de Dune, le remake qui s'en vient, réalisé par M. Denis Villeneuve. Oui. Dans le fond, Denis Villeneuve,
on s'entend, et tout ce qui touche, ça se transforme en or. Je pense que je peux l'assumer, je suis un fanboy de Villeneuve. Ouais. Je suis un fanboy. Excusez-moi, vous pouvez me juger, je suis peut-être très subjectif dans ce que je dis, mais maudit que j'aime son travail. Et après nous avoir donné le classique de Blade Runner 2049, et justement, il travaille sur le remake de Dune. Il a fallu qu'il fasse un choix. Hein? C'était soit Dune qu'il faisait ou d'un nouveau James Bond. Puis finalement, il a décidé de faire Dune. Aïe, aïe. C'est de valeur! Il aimait ça. Hein? Mais il dit qu'il n'était pas fermé à l'option d'en faire un plus tard. Mais peut-être c'est une bonne chose, vu qu'il va devoir travailler. S'il aurait travaillé sur James Bond, il aurait travaillé avec un acteur qui est plus ou moins là, Daniel Craig. Là. C'est ça, peut-être aussi, ça lui donne pas le goût. Ça a été plus difficile pour lui le tournage, je pense. Donc, peut-être attendre qu'il y ait un nouveau acteur qui prend le flambeau. Ouais. Mais, ou actrice, parce que. En tout cas. Mais c'est ça. Denis Villeneuve, dans le fond, il a dit qu'il s'en allait dans une direction un peu différente de Dune. Parce que Dune, pour rappeler, c'est un film qui est sorti en 1980. C'est un vieux film de science-fiction qui était adapté lui-même d'un roman de, je pense, là, je peux me tromper, de Philip K. Dick, qui est un auteur visionnaire. Et dans le fond, Denis Villeneuve, là-dedans, ce qu'il va faire, il le voit comme le Star Wars pour adultes. Ah, ok. Pour lui, c'est comme un renouveau de la science-fiction. Ça sera pas Star Trek, ça sera pas Star Wars en soi. Ça va être autre chose, mais moderne. Et je pense que do it, Villeneuve, do it. Je suis sûr que tu vas nous donner un bon film de toute façon. C'est sûr. Je vais aller le voir au cinéma, celui-là, c'est assuré. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Petite nouvelle, Avengers 4, le tournage est officiellement fini. Oh! Ouais, c'est fini, ils ont closé, ils ont sorti. À chaque fin de tournage de Marvel, ils offrent un gâteau à la fin. Je sais pas si tu as eu la chance de voir le gâteau du dernier. Oui. Et justement, on voit Thanos avec des bras, puis il y en a un bras qu'on sait pas c'est qui. Moi, on verra bien. Mais non, c'est ça, le tournage est fini et il reste juste à faire le montage. Écoute, ça a été vite, pareil. Là. Quand tu y penses, on a un Avengers cette année, puis on en a un autre l'année prochaine. Ouais. Yeah! Yeah! Ouais. Sinon, dernière nouvelle, puis ça, cette nouvelle-là, je suis un peu perplexe. Surpris. Mais non, pas perplexe, je suis content, mais je suis surpris. Parce que je me rappelle très bien d'avoir vu une entrevue avec Kevin Feige et Pascal, j'oublie son nom malheureusement, la dame qui s'occupe des projets Spider-Man chez Sony. Ouais, c'est qui disait que Venom était dans l'univers de Ouais, puis c'est ça. Puis Kevin Feige, dans la vidéo, disait ah non, ils font pas partie de notre univers. Puis pourtant, la dame Pascal était comme oui. C'est juste un grand univers, mais ils seront pas liés directement. Mais parce que Kevin Feige, tu le voyais que ça avait regardez où, c'était super drôle comme vidéo. Mais là, on a appris. Puis là, ça, c'est quelque chose qui me fait chier. Parce que Kevin Feige a été obligé d'avouer que c'était vrai. Monsieur Tom Holland, qui fait les derniers Spider-Man, qui a fait le dernier en fait, va être dans le film de Venom. Il va avoir un petit rôle. Il sera même pas en tant que Spider-Man, mais en tant que Peter Parker. Et cette nouvelle-là, en quelque part, me réjouit. Je suis content. Je dis, il va y avoir un lien parce qu'au moins Spider-Man existe dans l'univers de Venom. Parce que c'est ça bizarre. Puis c'est correct. Il s'en va ailleurs avec ça. Puis le personnage va peut-être changer de ville, de continent. Je m'en fous. C'est correct. Juste au moins fasse un petit lien. T'sais. C'est ça que j'apprécie. Mais Kevin Feige, ce qu'il disait, il dit à la base, c'était une surprise. Personne n'était censé le savoir avant le film. Oh my god. Fait que là, ça a fait. Oh, fuck! Attends! Tu sais, c'est comme Thor Ragnarok aurait été encore meilleur si on n'aurait jamais su que Hulk était dans le film. Parce que si tu l'enlèves des bandes annonces, ça se fait super bien. Là. Ça aurait été. C'est des petites affaires là, moi, je suis comme. On peut-tu garder ce plaisir-là de découvrir la surprise? Ils ont fait ça aussi pour Kingsman 2 aussi. Oui, ou le film que je te parlais là, de Noël l'année passée, là, Krim, il donne le punch dans la bande-annonce, mais il te le donne pour vrai. Oh my god, c'est terrible. Je suis comme, c'est à l'heure. C'est... Bref, en tout cas, je compte. Venom, ça s'en vient. Le tournage est fini, à ce que je sache, et on devrait avoir une balance dans les semaines qui vont venir. Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis je suis surpris de la nouvelle. Quand j'ai vu ça, j'étais comme Spider-Man dans Venom. Tu sais, c'est logique dans un sens, parce que je me suis dit, un film de Venom sans Spider-Man, ça manque de logique. Ouais. Et je me suis dit, peut-être qu'ils vont prendre un autre Spider-Man, un autre acteur faire Spider-Man, c'est pas impossible. Tu sais, DC vont faire ça avec le Joker. Fait que, ou que tu veux juste laisser Spider-Man en costume, tu ne vas pas à la face, puis tu sais. Qui passe à côté de Venom comme random, tu sais. Ouais, un peu, là, dans le fond. Ça pourrait, mais en tout cas, je suis content, ça va faire un lien. Mais en même temps, je suis perplexe dans le sens que l'univers de Marvel, en ce moment, c'est très. C'est pas très sombre. Mais c'est sombre, mais tu sais, il y a une nuance. Je pense que Deadpool et X-Men, ça va peut-être assombrir un peu l'univers. Là. Oui, mais reste que Venom, il considère comme un film genre.
17 ans et plus, là. Ouais, il va être plus sombre. Mais moi, je suis dans avec ça. Là. Ah, ça va être intéressant, mais j'ai de la misère à voir le contraste avec notre Spider-Man actuel. Il y a tellement d'argent en jeu que d'après moi, là, ils vont faire attention au maudit. Il va pas se planter comme les Amazing. Là. Ben, se planter. Honnêtement, le premier, je le trouvais bien. Le premier. Ouais, moi aussi, mais le deuxième, il était épouvantable. Là. Ben, les effets spéciaux, j'appréciais, mais le scénario était catastrophique, là. Ouais. Dernière nouvelle. Oui, j'en ai racheté une à ta guise. J'en ai parlé au 109 le Chai, voyons. Et dans le fond, on C'est HI, oui. Faut dire ça de même? Oui. Ah, excusez-moi, je m'excuse. Mais non, c'est ça. Mégalodon, on a eu le droit aux premières images avec Jason Statham. Oui. Pour résumer rapidement, le mégalodon, c'était un requin qui était dans le temps des dinosaures, qui avait la grosseur de 2 fois un autobus, là, pour cette idée. C'est vraiment énorme comme requin. Et il y a eu un roman adapté sur ça. Et comme à titre d'exemple, il y a des dents de ce requin-là qui ont refait surface sur l'eau. Et il y a du monde qui ont trouvé des dents, puis c'est plus gros que tes 2 mains collées ensemble. La dent est énorme. Et c'est ça, il y a un roman sur ça. Et ce projet-là date de 2008. Ça fait 10 ans qu'on en parle. Puis je me rappelle, j'avais arrêté de le suivre à mener le projet parce que moi, dans ma tête, ça n'allait jamais sortir. Là. Et finalement, c'est ça, le projet s'en vient. Et Jason Statham étant le personnage principal. Et dans le fond, le requin va refaire surface dans l'eau. Et le but de ce film-là, c'est que ça nous redonne peur comme Jaws nous a fait peur. Ouais. À l'époque, je disais justement à la radio que Jaws, à l'époque, faisait peur au monde, qui avait peur d'aller à la plage. Parce que le requin a attaqué du monde sur la plage. Mais le but, c'est de refaire ça. C'est que si tu vas faire du surf, il y a un méchant gros requin qui va te gober, genre. Ça va être encore plus intense. On en avait parlé, vraiment intéressant. Surtout que j'avais aimé le premier Jaws, les autres en moins bonne qualité. Reste que l'ambiance était folle du premier Jaws. Ouais, le premier Jaws. Et je t'ai me renseigner sur le film que tu m'as parlé. Le film en tant que tel s'appelle The Meg. Oui, c'est pas Megalodon? Ben, quand tu écris Megalodon sur Google, ça te sort l'animal, mais si tu écris The Meg, c'est le film qui sort. Ouais, ça se peut qu'il ait changé de nom entre-temps. Là. Mais en tout cas, ça revient au même. Mais j'ai peur que ça soit un nanar. Ben, c'est un risque avec les. Tu sais, s'ils retombent dans comme les derniers Jaws ou les derniers films comme ça, ils ont fait Piranha aussi il y a pas longtemps. Ouais, mais Piranha, c'est un film. C'est une comédie en même temps. Ouais, en tout cas, c'est censé faire peur, mais bref. J'aimerais ça qu'ils ramènent l'ambiance de nous faire peur comme ça. Un vrai film de requin, là. Puis surtout le requin, il est immense, j'ai vu des images, là, c'est fou. Je suis curieux de voir aussi comment il va être fait le film, parce que Jason Statham, c'est un spécialiste des films d'action. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais ouais, laisse une chance. Ça m'a vraiment beaucoup intrigué. C'est un des films qui m'intrigue le plus que tu m'as parlé. Là. Ben, ça fait du bien aussi, à travers tous ces films de super-héros-là, puis toutes les suites qu'on va avoir, peut-être d'avoir quelque chose d'un peu plus frais. Là. Ben oui. Donc, écoute, c'est déjà le moment d'être dans la zone du cinéma. Alors, on va dans la zone du cinéma. Bienvenue dans la zone cinéma. Alors, on est dans la zone du cinéma, et là, cette semaine, je vais faire un retour sur les Golden Globes qui ont eu lieu il y a 2 semaines ou 3 semaines à peu près déjà, et ça passe vite le temps pareil. Et je voulais faire un petit résumé de ce qui s'est passé et faire quelques commentaires aussi en chemin parce que c'est toujours un événement important. Les Golden Globes et les Oscars, je trouve que c'est un moment aussi pour voir qu'est-ce qui est à écouter ou à voir tout simplement pendant l'année. Donc les meilleurs films, les meilleures séries, les acteurs à suivre. J'aime ça, regarder ça, c'est très fascinant. Ça nous fait dresse un portrait de ce qui va ressembler l'avenir dans le cinéma. Donc, pour commencer, je vais aller du plus haut au plus petit, dans le fond. Dans le fond, le meilleur film dramatique a été gagné par The Three Billboards, Les Panneaux de la Vengeance. Un film très sombre que j'avais pas entendu parler, mais qui avec un grand casting quand même. Il y a Woody Harrelson dedans. On dirait une
plus, je dirais, une comédie dramatique. Ben, Je le vois un peu comme ça. Il y a de l'humour pareil. il y a de l'humour, mais ça reste quand même très sombre comme ambiance. Ça tourne autour d'une enquête parce que dans une petite ville de banlieue aux États-Unis où il y a eu un meurtre et que après 8 mois, la police n'a pas encore trouvé de coupable. Et la mère de cet enfant-là qui est mort est en colère envers la police, donc va commencer à s'attaquer à la police locale et ça va créer des tensions. Et à ce paraît, c'est très. Comment je dis ça? Il a gagné le prix du meilleur film dramatique, mais je parle l'ambiance est très sombre, mais elle apporte beaucoup de questions autant éthiques que racistes ou sur aussi la structure, comment marche la police, la corruption, tout ça. Donc ça m'a intrigué, je veux le voir ce film-là. Pas parce qu'il a gagné le prix, mais aussi parce que la bande-annonce que je viens d'écouter m'a donné envie de le voir et qu'il y a un très bon casting. Il y a Woody Harrelson dedans, mais il y a aussi Peter Dinklage. Qui joue Tyrion dans Game of Thrones, qui fait de plus en plus de rôles variés. Et j'aime ça le voir parce qu'il est très bon. Outre le fait que, oui, c'est une personne de petite taille, reste que c'est un excellent acteur. Il fait toujours des rôles très surprenants. Donc, j'aimerais ça le voir pour ça. Il y avait quand même quelques films que je connaissais qui étaient en liste contre lui. Je vais en faire une mention rapidement. Il y avait Dunkirk, que je pensais qu'il était dans ceux qui avaient les plus de chances de gagner parce qu'il était très bien coté. Puis il y avait aussi La forme de l'eau. Ouais, de Guillermo del Toro. Que tout le monde avait apprécié, qui était très bien coté. Et donc, je pensais que c'était un de ces deux-là. C'est les deux seuls que je connaissais, donc c'est pour ça que je disais ça. Ah non, excusez-moi, c'est pas vrai. Il y a The Post aussi, que je m'attendais aussi dans les possibilités de gagner. Parce que tous les films de Tom Hanks, généralement, ils gagnent des prix. Parce que Tom Hanks est un des meilleurs acteurs d'Hollywood. Je pense que tu peux être d'accord avec moi là-dessus. Oh, oui. Et généralement, chaque film qu'il fait, c'est une réussite. Et là, souvent, je parie sur Tom Hanks quand il y a un pari à faire. Dans ce cas-ci, il n'a pas passé, mais ça reste que son film est très bien coté aussi. Donc, pour continuer, le meilleur film musical ou comédie, c'est la même catégorie, c'est Lady Bird. La comédie dramatique. Là. Ouais, comédie dramatique. J'en avais entendu parler. C'est un des films les plus cotés sur Rotten Tomatoes. Je pense qu'il est genre à 96, un truc comme ça. Non, il était à 100%. Il était à 100%. Bon, bref, c'est un des films les plus cotés sur Rotten Tomatoes. Et c'est avec une actrice aussi qui est très bonne, que j'avais déjà vu dans d'autres choses. C'est Saoirse Ronan. On va dire que je l'ai bien prononcé, parce qu'il y a beaucoup de voyelles et peu de consonnes. Saoirse Ronan, excusez-moi, je le prononce mal. Je pense que c'est Saoirse Ronan. Merci. Saoirse Ronan. Et c'est une actrice que j'avais déjà vue dans autre chose, et je trouve qu'elle a un regard particulier quand on la regarde. Puis aussi, c'est une bonne actrice. Je ne me rappelle pas où je l'ai vue, mais je sais qu'elle est profonde dans ses rôles. Mais je sais que le film est considéré comme très bon. On l'a su, dans le fond, elle, qui vit ses débords, je pense, à un lycée à Sacramento. Je connais pas vraiment l'histoire de ce film-là. Je sais qu'on m'en a parlé à plusieurs reprises qu'il fallait le voir. Meilleur réalisateur, ça, je n'étais pas surpris. Même s'il y en avait un autre que je m'attendais aussi qui aurait pu être pris. C'est Guillermo del Toro. C'est un des réalisateurs du moment les plus appréciés. C'est un des meilleurs réalisateurs du cinéma, point. Là. De point, mais dans les dernières années, c'est dans le top aussi. Là. Tous les films qu'il fait, c'est des très bons films. Mais souvent, c'est Steven Spielberg qui gagne ce prix-là. Et cette année, il ne l'a pas eu. Mais il y en a mais il y avait Christopher Nolan, Ridley Scott puis Steven Spielberg contre lui. Pareil. Hein? Ah, c'est pas rien. Tu bats ça, tu peux dire hey, j'ai atteint l'apogée de mon travail. Il le méritait, je pense, aussi, pour le nombre de bons films qu'il a fait. Là. Surtout la forme de l'eau qu'il a gagné pour ce film-là. Puis, encore une fois, c'est un film que j'aimerais voir, que j'ai pas encore vu, mais qu'on m'a dit de très bonnes choses sur ce film-là. On va du côté des acteurs. Le meilleur acteur dans un film dramatique, c'est Gary Oldman pour le film Winston Churchill, Les Heures sombres. J'avais vu les bandes annonces de ce film-là. C'est un film que j'ai voulu voir, mais j'ai oublié. C'est passé un peu sur radar parce que j'ai vu d'autres films avant. C'est le genre de film que j'écoute en second lieu, mais j'aime les films historiques, surtout sur la Deuxième Guerre mondiale. Et là, on a le droit à 2 films cette année. Principalement, je parle de Dunkirk et Winston Churchill, Les Heures sombres. Et je sais que la Dave fait une performance éblouissante. Dans la bande-annonce, il donnait le ton. Là. Je ne sais pas si vous avez vu les bandes-annonces. Non. Il était profond. Même si à la base, il n'y a pas le look, il ressemble pas tant à Winston Churchill. Ils l'ont vraiment maquillé tout ça pour qu'il ressemble beaucoup plus. Et il a le caractère. Surtout, c'est un acteur qui est capable de faire des rôles très, très difficiles. Là, qui peut être autant méchant que gentil, avec un ton très sombre. Je l'avais autant aimé dans Jim Gordon, dans la trilogie de Nolan de Batman, autant que j'avais aimé dans le livre de Ellie, où il faisait un méchant vraiment trou de cul, ou qui faisait aussi le méchant dans le 5e élément, où il faisait un méchant un peu ridicule. Il fait des rôles très variés, mais il est toujours bon dans ses performances. Il n'y a pas un film que j'ai écouté que j'ai pas aimé ses performances. Puis il est bon aussi pour faire des rôles un peu comme Johnny Depp, se déguiser, tout ça. Donc, je suis pas surpris qu'il ait gagné. Par contre, encore une fois, dans cette catégorie-là, il y avait un autre acteur que je m'attendais aussi. Ça a été Tom Hanks.
pour deux postes, parce que Thomas, généralement, il gagne souvent ces prix-là. Il y avait aussi Denzel Washington, même si je considère qu'il n'est pas autant bon ces temps-ci que dans son... Il est encore dans son pic, mais un peu moins, je trouve. Il fait des films plus seconde zone maintenant, des films plus indépendants. Reste qu'ils sont bons, c'est des films, c'est plus des gros films comme avant qu'il fait. Mais ça reste un très bon acteur. Pour les autres, je suis pas surpris qu'ils n'ont pas gagné. Ils sont moins connus pour des œuvres un peu moins intéressantes. Côté actrice, encore dramatique, celle-là, par contre... je la connaissais pas, cette actrice-là. C'est l'actrice principale du film qu'on a parlé tantôt, Three Billboards, Les panneaux de la vengeance. C'est France McDormand. C'est la mère pleurée dans le film. Je l'avais jamais vue avant. Je sais pas toi, Max, si ça te disait quelque chose, cette actrice-là en soi. Ben oui, je l'avais déjà vu dans d'autres choses. Je ne pourrais pas précisément dire où, mais c'est une face que je reconnais. J'ai l'impression que c'est une actrice de second rôle d'habitude, puis elle a eu le droit à un rôle principal. C'est parce qu'elle me dit rien, là, honnêtement. Puis j'ai vu quand même pas mal de films. Mais dans Balance, ça donne une performance assez particulière. Je sens qu'elle est forte, là, elle a un rôle puissant là-dedans. Là. On sent les émotions, la colère, la haine, la tristesse. On sent que c'est mérité son rôle pour ça. Je suis pas sûr. Par contre, encore une fois, dans les actrices qui étaient contre elle, il y avait une actrice je l'appelle ça une actrice en or parce qu'elle a gagné un nombre incalculable de prix. C'est Meryl Streep. Elle a gagné, je sais pas combien de Golden Globes. C'est une des actrices les plus qui a eu le plus de prix. Et elle, j'aurais presque parié de l'argent sur Meryl Streep sans hésiter. Mais bon. Elle jouait dans Transformer, France McDormand. Dans lequel Dark of the Moon, le 3e. Ah, ok. Elle jouait aussi dans Alien Flux. Ok. C'est un qui se rappelle d'Alien Flux? Non, c'est normal. Ah, ok, ouais. Je sais quoi, mais j'ai jamais vu. Et pour continuer, meilleur acteur d'un film musical ou une comédie. Celle-là, je m'y attendais. Je souhaitais que ce soit ça et ça l'a été. Ouais, mais tu connais l'histoire autour de tout oui, ça. c'est James Franco qui a eu pour le rôle de Tommy Wiseau dans The Disaster Artist. Donc, il faisait le rôle d'un acteur qui faisait le rôle dans un film. Tommy Wiseau était là, hein, sur le stage avec lui. Oui, j'ai vu. Chercher le prix. Puis James Franco, il a jamais laissé parler. Ouais, ça a été aussi ça, mais aussi que il y a beaucoup de femmes qui, au moment qu'il a fait son discours, ils ont commencé à le tweeter sur Facebook, tweeter sur Twitter et Facebook, en le critiquant, en disant qu'il était contre le harcèlement sexuel, mais il en faisait lui-même. Donc ça fait scandale. Je trouve ça un peu dommage pour James Franco. Mais il méritait pour ce prix-là. Je veux le voir, ce film-là. C'est un des films que je veux voir en 2018, ça c'est certain. Si on parle juste du niveau du film, j'imagine que ça doit être... Écoute, j'ai vraiment hâte de voir ce film-là. Ça me fait suite pour l'avoir vu encore. Moi aussi, je voulais le voir avec toi à la base. Donc... oui, on s'en avait promis d'aller le voir. Puis écoute, on n'allait pas virer à Montréal pour aller voir un film. Là. Mais non, c'est ça. Là. Puis dans le reste des acteurs, honnêtement, il y a quand même des gros noms, mais pour les films en tant que tel, si on regarde dans ces performances-là, c'est pas des très grosses performances en soi. Oui, Ansel Elgort pour Baby Driver, ça aurait été intéressant qu'il gagne le prix, ça l'aurait fait plus connaître. Ouais, j'ai pas ça que Franco. Mais je pense qu'il est en plein de monter. Il va l'obtenir tout le temps, ce prix-là. Il est chanteur, hein? Oui, il est chanteur aussi. Je l'ai vu chanter sur Facebook, pas Facebook, YouTube. Pas longtemps. Puis Steve Carell, c'est un des plus anciens dans les acteurs qu'il y a là en ce moment. Mais je dirais que lui aussi, c'est un acteur qui en perd. Mais je suis surpris que Hugh Jackman soit. Probablement parce que c'est Hugh Jackman, mais c'est pour le film de Greatest Show, il se fait absolument ramasser ce film-là en plus. Je l'ai pas revu, mais la bande-annonce, je trouvais ça assez. Ouais, faut t'aimer les comédies musicales. Là. Ouais, j'adore les comédies musicales. Donc, je sais que toi, c'est une autre affaire. Là. Ah, moi, pas capable. Côté actrice, pour continuer, côté actrice, c'est. Peux-tu dire son nom, s'il te plaît? C'est Horse Runnin. Merci. Je voulais juste pas détruire son nom en respect à cette actrice-là, que j'aime bien. Pour son rôle dans Lady Bird. Encore une fois, c'est un film que j'ai pas vu, mais il vaut le détour. C'est un des films les plus cotés sur Rotten Tomatoes en 2017. Quand ils ont fait un classement des meilleurs films de 2017, ils l'avaient mis dedans. Je pense qu'il était premier ou deuxième. Donc, c'est intriguant, ça donne le goût de le voir juste parce qu'il est si bien coté. Même si pour Rotten Tomatoes, des fois, il faut prendre ça avec des pincettes. Des fois, ils sont excessifs dans leur cotation. Mais j'imagine que c'est mérité. Je dirais que par contre, dans les choix d'actrices, une autre que j'aurais bien vu gagner encore un prix, c'était Emma Stone. Elle est en plein pic en ce moment dans sa carrière. Elle a gagné l'année passée pour La La Land. Et j'aurais pas été étonné qu'elle gagne encore un prix. Elle est vraiment forte dans toutes ses performances ces temps-ci. Pour le reste, je dirais que c'est pas les grosses œuvres, donc je suis pas surpris qu'ils n'aient pas gagné leur prix. Comme Margot Robbie, qui elle aussi est en pleine montée, mais elle n'a pas des grosses performances, je trouve, personnellement. Là, on voit des acteurs de second rôle.
C'est Sam Rockwell. Encore une fois, pour le film dramatique qu'on parlait tantôt de True Ball, Les Panneaux de la Vengeance. Je ne reparlerai pas encore du film parce qu'on va en venir en boucle. Mais c'est un acteur que j'aime beaucoup, cet acteur-là. Il faisait entre autres. Il a fait un film il y a pas longtemps que j'avais adoré. J'en ai parlé, je l'ai mis dans mon classement en 2017. C'est un film indépendant. Il faisait un agent c'est une comédie, il faisait un agent Oui, je sais de quoi tu parles. Malheureusement, non. Ouais, avec Anna Kendrick. C'était super bon. Puis il fait aussi il fait un des personnages, un des méchants dans Iron Man 2. Je savais que tu allais dire ça. Où il fait partie du très, très, très mauvais remake de Poltergeist. Ouais, effectivement, ouais. Mais c'est un acteur que j'aime. Dans toutes les performances que je l'ai vu, je l'ai aimé. Puis il est autant sérieux que drôle, il est bon. Et c'est sa face, je sais pas, j'aime sa face. Il y a de quoi, il y a comme le regard, je sais pas, mais il est vraiment bon. Par contre, dans les acteurs de second rôle, il y avait quand même William Dafoe, que généralement dans toutes ses performances, c'est quand même assez particulier, assez bon. Donc, j'avais parié aussi sur lui. Donc, dans les deux cas, je suis pas perdant, mais je voyais aussi Sam Rockwell comme. Si j'aurais choisi un acteur, ça a été un de ces deux-là. Reste les autres, je trouvais que en termes de performance, je pense pas que ça a été. Ils n'ont pas gagné, mais je pense pas que les chances étaient si élevées que ça. Actrice de second rôle. C'est Allison Janney pour son rôle dans Moi, Tonya. Un autre film que j'ai pas vu, aussi très bien coté. Je regarde toujours la cotation des films, mais c'est un petit tic que j'ai, là, je dois dire. Pour les actrices secondaires, je dirais que la plupart, je ne les connaissais pas, autre que Octavia Spencer. Mais dans les deux cas, j'aurais dit, si j'aurais été avec des actrices, j'aurais dit Octavia Spencer, mais j'imagine qu'elle mérite son. Je pourrais pas en parler vraiment parce qu'elle me dit rien, ni pour le film, donc je voudrais pas étaler là-dessus, à moins que tu aies quelque chose à dire, Max. Non. Ok, cool. Désolé pour ce bout-là, mais c'est un des bouts que je connaissais le moins dans la catégorie. Mais c'est très des films d'auteur, fait que faut que tu aimes ça. Là. Ouais, effectivement. Côté scénario, c'était la rafle, hein, c'était au Golden Gold, c'est The Three Billboards, Les Panneaux de la Vengeance. C'est le film de l'année. Généralement, quand il gagne le film dramatique, c'est qu'il a gagné les autres en arrière, la musique, le scénario, tout ça. Et encore une fois, c'est contre des gros films. La forme de l'eau, Lady Bird, The Papers, sans surprise. La meilleure chanson originale, ça, c'est une théorie que je trouve moins intéressante, mais ils la mettent. C'est This Is Me dans le film Greatest Showman. Même si le film s'est fait ramasser, comme tu dis. Je me souviens dans la bande-annonce, l'ambiance était. J'avais beaucoup aimé l'ambiance. Une des choses de l'ambiance, c'est la musique. Donc, dans un sens, je suis pas surpris pour la musique de ce film-là. Je sais que Coco, la musique aussi est très bonne. Dans la bande-annonce, j'avais beaucoup aimé la musique de fond. Donc, ça a été un show que j'aurais pu aussi nommer, c'était Coco. Mais je suis pas surpris pour This Is Me parce que je me rappelle la bande-annonce, j'avais aimé la musique, c'était assez spectaculaire. C'est sûrement le scénario qui cause problème pour le film, j'imagine. Parce que Hugh Jackman, il est très bon comme acteur. Meilleure musique de film, La Forme de l'eau. Je sais que c'est un film très profond, donc j'imagine que l'ambiance a un rapport avec la musique a un impact important dans ce film-là. Donc, encore une fois, le côté musique, j'en parle moins parce que c'est quelque chose que je connais moins, donc je passe un peu plus vite dessus. Je vais passer sur la catégorie meilleur film en langue étrangère parce que tous des films étrangers que généralement on ne s'est pas vu, soit on a juste entendu parler de nom. Donc je préfère juste comme je veux dire, c'est le film In the Thad qui a gagné, qui est un film allemand-français. Mais outre ça, je ne peux pas en parler parce qu'il n'y a aucun de ces films-là qui me dit quelque chose. C'est des films suédois, Cambodge, russes, tout ça. Donc ça me sert à rien d'en parler parce que je peux rien dire. Donc, film d'animation, c'est une catégorie que j'aime beaucoup, qui est récente. Ça fait quelques années qu'elle existe, cette catégorie-là. Et je ne suis pas surpris. J'aurais pareil dessus sans hésitation. C'est Coco. Je veux le voir, ce film-là. Juste la balance m'avait conquis. Puis il m'en faut beaucoup pour que j'écoute un film d'animation. Donc, je ne suis pas surpris qu'il ait gagné. En même temps, il n'y a pas grand-chose contre lui. Là. Il n'y a pas tant de choses non plus. Mais je comprends pas pourquoi il y a Baby Boss dedans, premièrement. C'était correct. Mais il y a la Passion de Van Gogh que j'avais vu les extraits. Ah oui, c'est pas fait en stop motion avec du dessin qui ressemble à Van Gogh. Il me semble que oui, c'est ça. Puis il y avait de l'ambition ce film-là. Pour les autres, je pourrais pas dire, mais Coco, il méritait son prix. Là. Je sais que dès qu'il est sorti, tout le monde l'a aimé. On va écouter série, ça j'aime beaucoup en parler. Ça me fait toujours découvrir une nouvelle série à écouter ou à suivre. Donc, côté série dramatique, c'est The Handmaid's Tale, La Servante écarlate. J'ai entendu parler de cette série-là, je sais pas tous si t'en as entendu parler. Non, je sais pas c'est quoi pour elle. Je sais qu'elle est, encore une fois, je me répète, mais elle est très bien cotée. Je pense que c'est dans les 80 sur 100. J'ai pas encore écouté cette série-là, mais... ça doit être bon, mon dit, pour avoir perdu The Crown, Game of Thrones, Stranger Things et c'est ça qui me rend sceptique, parce que je m'attendais pas à ce que ça première. Je m'attendais à ce soit The Crown ou This Is Us.
c'est les deux séries qu'on a plus jasé cette année, même si Game of Thrones est très populaire, est en fin de vie. Et This Is Us, c'est une des séries qu'on a plus parlé cette année. Je ne l'ai pas encore écoutée, mais on m'en a tellement parlé que c'est une série à voir. Et The Crown, ben, c'est une des séries les plus spectaculaires de l'année. Donc, je m'attendais que ce soit une de ces deux-là. Il y a aussi Stranger Things, mais je pense pas être au même calibre que les autres, sans vouloir être méchant sur cette série-là. Je sais qu'elle est très bonne. Je veux la voir d'ailleurs un jour. Mais bon, c'est un choix. Des fois, ils sont surprenants. Les Golden Globes, ça fait jaser. Hein. Donc, dans ce cas-ci, moi, je suis pas totalement d'accord avec leur choix. Série musicale ou comique, c'est The Marvelous Mr. Maisel, qui, encore une fois, c'est beaucoup de séries plus, comment je dirais ça... Aucune idée, c'est quoi? Ça, j'en ai aucune idée, mais je sais qu'il y a beaucoup de séries, souvent, ou de films dans ces catégories-là, que c'est britannique, européen ou autre chose, des séries plus d'un autre public qui ne vient pas chercher tant les jeunes, mais plus les adultes. Je suis surpris, en plus, il y avait Master of None qui est super populaire. C'est le point que j'allais dire. Je m'attendais que ce soit Master of None, parce que j'ai fini à commencer il y a pas longtemps cette série-là, mais finalement, j'avais trop de séries à écouter. Moi, j'ai pas embarqué, là. Mais dans ma liste à écouter bientôt. Et écoute, j'ai quelques de mes amis qui n'écoutent pas beaucoup de séries comme toi, mais ils m'ont dit que c'est une des séries à voir. Puis ils écoutent genre une ou deux séries par année, puis c'est dans cette série-là qu'ils écoutent. Fait qu'ils m'ont dit que ça vaut le détour comme série. Donc, je suis surpris qu'elle n'avait pas gagné. C'était elle que je voyais le plus de logique. On arrive bientôt à la fin. Mini-série ou meilleur téléfilm. Encore une fois, c'est une catégorie que je trouve un peu moins intéressante, dans le sens que les mini-séries, je trouve moins d'intérêt, à part quand c'est des séries historiques, que des vraies séries, parce que je trouve qu'il manque de temps pour développer. Dans ce cas-ci, c'est Big Little Lies, que je suis pas surpris, parce que dans les choix que je vois là... C'est un Québécois qui réalise ça en plus. Hein. Oui, puis je sais que c'est une des séries les plus acclamées. Dans les mini-séries, je pense que c'est comme 6 ou 8 épisodes, c'est très bref, mais l'histoire est très profonde, puis chaque épisode, elle te laisse en haleine, dans le sens qu'à la fin de l'épisode, tu vas tout de suite écouter le prochain. Donc, c'est bien fait pour ça. J'aime ce genre de série-là. Il n'y en a pas tant que ça maintenant, que dès que tu finis l'épisode, il faut absolument t'écouter l'autre, puis ça te laisse trop sur un suspense que tu peux pas attendre, tu sais. Donc, c'est quelque chose que j'aime pour ça. Alors, on va dans les acteurs de séries dramatiques. Je suis pas tellement surpris pour ce choix-là d'acteur qui a gagné le prix parmi les séries. C'est Sterling K. Brown pour la série This Is Us. Je sais qu'il fait une performance là-dedans. Je pense que c'est sa meilleure performance à date de sa carrière. C'est pas un acteur que je connais vraiment, mais je sais qu'ils ont beaucoup parlé de lui récemment à cause de cette série-là. Donc, je suis pas surpris. Surtout dans les autres choix. J'ai oui, c'est des acteurs quand même connus, mais exemple, Liev Schreiber, qui joue dans Ray Donovan, qui fait l'acteur principal. Je sais qu'il fait comme toujours le même petit style de rôle, donc c'est pas très nouveau. Donc, je considère que c'est quand même le choix le plus sensé. Dans ce cas-ci, je suis d'accord. Côté dramatique, par contre, je suis pas en accord, encore une fois, c'est du fait de la série. C'est Elisabeth Moss pour la série Handmaid's Tale, la saison d'Écarlate. C'est l'actrice principale, évidemment. Je comprends que la série a l'air super bonne, mais je suis pas d'accord qu'elle aurait dû gagner, parce que c'est mon point de vue. Donc, je comprends que l'actrice est super bonne, mais j'ai un pincement de cœur pour Claire Foy. Excusez-moi, j'ai de la misère à parler. Claire Foy, voilà. Qui joue la reine Elisabeth II dans la série The Crown, que j'ai adoré cette série-là. Et c'est sa dernière performance dans ce rôle-là, parce que les 2 prochaines saisons de The Crown, ils vont faire un bond dans le temps. Ils vont prendre des acteurs et des actrices plus vieilles. Donc, elle ne fera plus la reine Elisabeth II, elle a fini avec cette série-là. Je trouve un peu triste, parce que ça a passé si vite. Et elle faisait une performance vraiment très bonne. Elle a bien repris, elle a bien transposé la vraie reine Elisabeth dans son rôle. Là. Elle l'a rencontré, c'est vrai, mais reste qu'elle l'a bien étudié et elle l'a bien reflété. C'est le genre de série que j'aime parce que le côté historique est très, très, très bien respecté, même si c'est quelques petites accroches, mais il reste que dans l'ensemble, c'est très bon. Donc, j'aurais vu Claire Foy, mais bon, j'imagine que si j'aurais écouté l'autre série, peut-être j'aurais un débat intérieur à choisir. Mais pour le reste, les autres, ils étaient en bas de catégorie, personnellement. Meilleur acteur dans une série musicale comique, je suis pas surpris. Adil Ansari pour le rôle de Master of None. Tout le monde dit que c'est une. Le rôle de Dave Chan dans Master of None. Excuse-moi? C'est parce que tu as dit Aziz Ansari Ouais. Dans le rôle de Master of None. Mais dans le rôle principal dans la série. Excuse-moi, oui. Excuse-moi, j'ai mal. Juste rattrapé. Merci Max d'être toujours là pour m'aider. Et je suis pas surpris parce que ce qu'on me dit, c'est sa meilleure performance en carrière. Donc, j'imagine que c'est
comment je dirais ça, c'est... C'est lui qui jouait dans. Je sais pas si tu te rappelles du film avec J.J. Eisenberg, là, puis je pense que ça s'appelait 30 minutes or less. Les deux gars qui doivent cambrioler pour Danny McBride. Je pense que j'ai pas vu, non. Non, attends, c'était bon. Parlant de Danny McBride, t'as-tu vu le nouveau film qu'il a annoncé aujourd'hui? On a oublié d'en parler. Non, j'ai pas vu. Tu te rappelles tu te rappelles-tu de Crocodile Dundee? Ben oui. Il va jouer son fils. Pas vrai? Ouais, il va jouer son fils dans son. Oh my god, c'est Ça terrible. s'appelle The Son of Dundee. Genre, Faut que j'aille voir c'est quoi, ça a l'air... On voit pas grand chose dans mon annonce, là. Dans les autres acteurs qui étaient en liste rapidement, il y avait Kevin Bacon, que c'est un acteur que j'aime bien, qu'on voit beaucoup moins au grand écran maintenant, mais plus dans les séries. Dans le rôle de Dick. Dans Ouais. dans I Love Dick. C'est un acteur que j'aime beaucoup, puis je trouve dommage de moins le voir qu'il y a... Hein? C'est parce que je trouve. Ouais, le jeu de mots, il est bon, là. Je voulais pas le faire parce que je me suis dit, là, c'est comme trop évident. Ouais, c'est fréquent. Il y a beaucoup de monde aux États-Unis qui s'appelle Dick. Je suis comme. Mais, En tout cas, vas-y. c'est un acteur que j'aime beaucoup, puis je le vois moins au grand écran. Je sais qu'il fait beaucoup de séries, mais j'aime ça le voir. Je sais pas, lui aussi, il y a quelque chose, quand tu le regardes, il y a quelque chose dans sa façon de jouer. Là. Il a joué dans La Peur de loup. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Il jouait un pédophile, puis qui avait fait sa peine, puis tout ça. Puis tu réussissais à avoir de l'empathie à un pédophile, mais tu dois pas en avoir. Là. Oui, je me rappelle de ça. Ça avait été très critiqué d'ailleurs. Ouais. Ben non, c'était pour le mieux. Là. Ouais, c'est pour le mieux, oui, mais je veux dire, c'était quelque chose assez. Ouais, c'est un rôle. Assez audacieux, je trouve. Ouais. Côté actrice dans une série musicale, une comique, c'est Rachel Brosnahan. Pas de moi, toi. Non, mais ça, c'est Pour son rôle de Myriam Si Melcel on dans demande The Couche-Tard. Marvelous Mr. Maisel. Encore une fois, c'est quelque chose que je connais pas, donc je peux pas m'en parler. Mais si je regarde les choix d'actrices qu'il y avait en liste, je sais que Frankie Shaw, dans cette nouvelle série qui a commencé, Smith, elle est acclamée par le public. Cette série-là, on suit une mère monoparentale qui essaie de rejoindre les deux bouts. Donc, c'est très profond puis très actuel sur des enjeux de société comme comment survivre en tant que mère monoparentale, comment réussir à trouver, à joindre les deux bouts, autant côté enfant que côté d'avoir un mari, le travail, tout ça. Je pense que dans les autres choses, ça a été l'autre chose que j'aurais nommé comme actrice pour cette catégorie-là. Pour une mini-série, c'est un acteur que j'aime beaucoup, Ewan McGregor, lui qui faisait Obi-Wan Kenobi dans Star Wars la prélogie, entre autres, pour son rôle dans Fargo, qui encore une fois c'est une série que j'aimerais écouter. Ah oui, c'est vrai que c'est hallucinant. Le film, il était super bon. Il faudrait vraiment que j'écoute la série. Moi, si c'est le film, c'est avec Ben Affleck, je me rappelle bien ça. Fuck off. Il me semble qu'il y a un film qui s'appelait Fargo, puis Ben Affleck était dedans. Je pense que tu te trompes avec Jiggly là, ou quelque chose de même. Ok, ça se peut me tromper. Non, Argo, tu te trompes avec Argo. Merci, c'est Cargo, je me trompe. Enlève un F. Ouais, merci, excuse. J'étais proche. Je comprends ton erreur. Ouais, merci. Là, c'est logique. Par contre, il y avait quand même Robert De Niro. Il y a de l'air, là. Il y a quand même Robert De Niro puis Geoffrey Rush dans les choix. J'avais pas que Geoffrey Rush avait joué Albert Einstein dans une série, mais juste pour ça, je vais aller voir. Ça m'intrigue vraiment beaucoup. J'ai pas vu ça passer dans ma fil d'actualité, mais je vais voir la série Genius où il joue Albert Einstein. Dès que c'est fini l'émission, je vais aller voir c'est quoi. C'est un acteur, j'adore Geoffrey Rush, puis on le voit pas beaucoup. Donc, juste pour ça, je vais aller voir. Pour meilleure actrice dans une mini-série ou téléfilm, Nicolas Kidman. Pour Big Little Lies, je sais que c'est elle qui fait la meilleure performance dans la série, à ce qu'on m'a dit. Donc, je suis pas surpris. Encore une fois, j'en parlerai pas trop parce que je connais ni son rôle ni le. Ah, merci de l'image. Ah, shit, il ressemble en plus. Tabarnouche. Excuse-moi. Bref, puis dans les shows d'actrices, à part elle, j'aurais vu l'autre actrice dans la même série, Reese Witherspoon, Witherspoon, ouais. qui aurait pu aussi avoir le prix, mais je pense qu'entre les deux, Nicole Kidman, c'est l'actrice qui est plus établie, qui a un meilleur jeu d'acteur, donc je comprends que c'est elle qui a eu le prix. T'es en train de t'endormir ou quoi, toi, là? Non, c'est bon, vas-y. J'ai quasiment fini. Je sais que c'est un long... je comprends. Mais il faut le faire. Moi, j'aime ça le faire parce que ça permet de faire une perspective. Puis je vais faire un petit commentaire à la fin. Ouais, vas-y. Non, vas-y. Le meilleur acteur dans un second rôle d'une série ou d'une mini-série ou d'un téléfilm, là, son nom de famille, je vais le scraper, je suis sûr. Alexander Skarsgård. Il y a un chapeau, il y a un O sur le, il y a un O sur le A. Je sais pas comment dire ça. C'est du russe ou un truc comme ça. Pas encore une fois, la série Big Little Lies. Pour le côté des séries, c'est cette série-là qui a gagné le plus de prix. Sinon, c'est le film qu'on a parlé tantôt pour les films. Donc, il y a vraiment deux qui sont distingués au Golden Globe. Vraiment de loin. Là. Ils ont quasiment gagné tous les prix à eux tout seuls. Côté acteur, je dirais que c'est le seul, je trouve, là-dedans, par rapport à les séries, qui n'avait pas avoir le prix. Quoique,
Kristen Slater, pour le rôle de Edward Alderson dans Mr. Robot, a quand même une très bonne performance. Donc, j'aurais pas été surpris que lui ait pu gagner pour le rôle secondaire. Faut qu'on essaie quelque chose, Mathieu. OK? Oui. Tu vas tu t'es allé chercher? Là, tu parles par-dessus. Tu vas-tu capable de le dire? Skarsgård. OK, bon, je pensais qu'il y avait tu t'es essayé. un son bizarre avec le A. Tu gagnes mon respect, tu t'es essayé, c'est ça qu'il faut. Actrice second rôle dans une mini-série ou téléfilm, Laura Dern pour Big Little Lies. Je ne reviendrai pas là-dessus, je ne connais pas vraiment la série, mais je sais que pour les acteurs, c'est toutes des performances éblouissantes. T'avais pas vu aucun. Ben, j'ai vu quelques trucs là-dedans, mais j'ai pas tout vu, effectivement. C'est la dernière catégorie. Je veux faire une mention aussi. Il y a un prix qui a été décerné, le Cecil B. DeMise Award, qui est remis pour l'ensemble de la carrière d'un acteur ou une actrice à chaque année. L'année passée, c'était Meryl Streep. C'était entièrement mérité. Ouais, ça oui. C'était mérité. Et cette année, ben, c'est sûr qu'on ne la voit pas souvent au cinéma, mais elle recommence à revenir un peu plus au cinéma qu'avant. C'est Oprah Winfrey. Qui va être dans le nouveau film de Disney. Effectivement, c'est ça, je l'ai mentionné. Oh. Mais... donc, pour l'ensemble de sa carrière. Et je dois dire que moi, tu sais, je suis vraiment assez jeune, donc j'ai pas vu beaucoup de ses films. Par contre, j'ai vu un de ses films récemment, c'était voyons, pas le Valet. C'est-tu le Valet? C'est le Butcherman en anglais. On suit, dans le fond, un noir qui gravit les échelons, puis il travaille à la Maison-Blanche, puis il va servir comme, je pense que c'est comme 7 présidents. Puis sa femme est jouée par Oprah Winfrey. Puis le film est très bon, puis ça retrace l'histoire des États-Unis et de la ségrégation et du racisme, puis tout ça. C'est vraiment un très bon film et que j'ai adoré. Je l'ai écouté 2 fois quasiment back-à-back, tellement que je l'ai aimé. Et là-dedans, elle faisait un bon rôle, Oprah Winfrey. Et je sais qu'elle a refait de plus en plus de films. Je pense que c'est parce qu'elle est moins à la TV maintenant. Et donc, je pense que c'est mérité quand même. C'est une actrice de longue date, une personnalité aussi des plus connues à travers le monde. Donc, c'est quand même mérité. Puis c'est pas là aussi qu'elle a envoyé subtilement qu'elle voudrait peut-être être présidente des États-Unis. Ouais, ben elle a fait un discours qui donnait l'impression qu'elle voudrait être présidente. Puis son mari a dit aussi par après en entrevue que si les gens y proposeraient. Elle y penserait sérieusement. Ouais, elle y penserait sérieusement, voilà. Parce que oui, c'est une des choses que je l'ai mentionné. Un des résultats des Golden Globes, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent voir Oprah Winfrey comme présidente en 2020. Elle est en liste avec Kanye West et The Rock. pour donner président. Donc, c'est la 3e célébrité qui pourrait être en liste aux États-Unis pour être président, ce qui est quand même très drôle. Il y avait aussi Mark Zuckerberg qui avait été nommé récemment aussi pour être président des États-Unis. Parce que beaucoup de gens veulent voir Donald Trump s'en aller, puis on dit tant qu'à avoir Donald Trump, on peut avoir qui qu'on veut. Ah, je veux pas Mark Zuckerberg, je veux pas quelqu'un qui veut essayer de nous contrôler toute la gang. Là. Mais moi, ce serait drôle que ce soit The Rock, là, The Rock président. Là. Ouais, mais je pense que The Rock est républicain. Hein? Je pense que oui. Il n'est pas démocrate, je pense. Ça se peut qu'il soit républicain, un peu comme Arnold qui était républicain lui aussi, parce qu'il était gouverneur, Arnold, puis il voulait être président, mais finalement il a laissé tomber. Ouais, je pense qu'il n'avait pas le droit à cause de ses origines. Ah, ça se peut. Quoique, dans les élections, il y avait un Canadien qui s'est présenté. Hein. Ah oui? Oui, c'est un Américain-Canadien, il y avait 2 nationalités, mais c'est un Canadien à la base, puis il a la nationalité américaine, fait qu'il pouvait se présenter, mais il était, les deux. Là. Ouais, c'était particulier pour ça. Bref. Pour finir, il y a eu aussi le prix Miss Golden Globe, que je ne connaissais pas. Je pense que l'année passée, j'en avais pas fait mention. C'est le prix qu'on donne à la relève, si on veut, à ceux qui participent à la création de l'univers du cinéma et des séries hollywoodiens. Et là, c'était à Simone Garcia Johnson. Je sais pas si ça dit quoi comme nom. Fuck all. C'est la fille de The Rock. Ah oui, elle est aussi grande que lui, hein? Elle est fucking grande, c'est là. Elle est vraiment grande. Elle fait une colline de voler à 2. Damn, boy. En tout cas, c'est la fille de The Rock. Elle a participé à beaucoup de films de The Rock. Puis elle a fait aussi sa propre carrière. Mais c'est comme pour représenter la relève. Pour dire, elle, c'est comme une étoile montante. Là, qu'on va entendre parler d'elle dans les prochaines années. Donc c'est pour ça qu'elle a mérité le prix. La Miss Golden Globe. C'est un prix récent aussi qui offre. Donc je l'en fais mention. Donc c'était pour les Golden Globes. Outre ça. Pourquoi qu'elle a ça? Ben, parce que c'est pour on donne le prix pour prometteur, si tu veux. C'est comme pour la relève, là. Ah, ok. Ouais. C'est ceux qui se sont démarqués pendant l'année, qui ont amélioré le cinéma puis qui sont en train de prendre la relève du cinéma, tu comprends? Elle est toute jeune, elle commence là-dedans, elle a participé à quelques films de The Rock. Ouais, je pense qu'elle a genre 19 ans. Elle est très jeune, j'ai pas checké Même son 16 ans, peut-être même. Ça se peut fort bien. Je pense qu'elle a 16 ans, puis après, nous coller une volée. clairement. Sinon, c'est son père qui va venir me casser la gueule. Je sais pas, quand elle a l'air la femme de Rock, il doit pas avoir pris une fille de 6 pieds non plus. Je sais pas, mais elle doit pas être tout petite à côté de lui. Tout ça pour dire que j'ai fini de faire le tour. C'était quand même c'était une année assez particulière, surtout à cause de tout ce qui était scandale sexuel. Ils ont fait mention tout le long, évidemment.
Mais c'est intéressant de voir ça. Ça donne de ce qu'il faut voir et écouter pendant l'année, les films, les séries. Donc, j'ai fait le tour de dire si vous avez trouvé ça long. Mais je trouve que c'est important. Je vais faire la même chose, ou peut-être Max pour les Oscars, qui s'en viennent bientôt eux aussi. Moi, j'aime bien les Razzies. Ben, au Petit Razzie, je les ai fait l'année passée, Ouais, donc je t'ai laissé les Razzies, je prendrai les Oscars. Donc voilà, donc c'est tout pour la zone cinéma. Donc on va être du côté de la zone non-spoiler. Et cette semaine, je le répète, on parle de John Wick, le chapitre 2. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors, je le répète, cette semaine, on parle du film John Wick, le chapitre 2. T'avais vraiment hâte qu'on en parle. Ça faisait longtemps que tu me demandais de le faire. Je voulais qu'on le fasse cet automne, mais finalement, avec nos horaires, ça n'a pas donné. On avait d'autres films à prioriser. C'est normal. À un moment donné, il faut faire des choix. Et là, j'avais hâte d'en parler, parce que c'est une de mes franchises préférées du moment. Le 1, je l'avais adoré. Écoute, ça a été une découverte. Le pire, c'est qu'au début, je ne voulais pas l'écouter. Ça avait l'air cheap au début, là. Ouais, puis le scénario, c'est le gars, il veut venger son chien mort. J'étais comme, what the... Ben, c'est pas ça qui me dérangeait. Je trouvais juste que ça avait l'air d'un autre film de Keanu Reeves, d'action, qui allait tomber dans l'oubli. Puis Keanu Reeves, en plus, il allait pas super bien à l'époque. Puis... Bref, c'est mon ami qui m'a convaincu. J'ai écouté, puis ça a été, écoute, malade. Je l'ai écouté. Le 1, là, je sais plus combien de fois j'ai écouté. Il est tellement bon. Le 2, je suis rendu à 3 fois, je pense que je l'ai écouté. Moi, je l'ai écouté qu'une fois. Puis il est sorti cette année. Fait que, ben, en 2017. Ouais, fait il est sorti en février l'an passé. Je l'ai écouté au cinéma. Je l'ai écouté une fois avec mes amis, puis je l'ai écouté une autre fois avec mes colocs. Non, j'ai écouté une fois tout seul. Ouais, ça. Une fois avec mes amis, une fois tout seul. Voilà, c'est ça. Une fois, on l'écoutait ensemble en boxeur. En tout cas, ouais. Continue. Ouais, bref, c'est ça. Donc, pour revenir à notre film, on parle du deuxième, le chapitre 2, réalisé encore par le même réalisateur, Chad Stahelski, que lui, la trilogie, il va gérer la trilogie. Plus la série. Plus la série. Et il a aussi privé un autre film aussi qui va sortir en 2018, basé sur un comic book. Killer R.B. Kill. Ouais, je pense que c'est ça. C'est basé sur un comic book. Un autre projet qui va travailler dessus après John Wick. Donc, on est sûr que ça va être aussi bon. Bref, pour rester sur John Wick, il a encore fait une très bonne job. On voit qu'il maîtrise son travail là-dessus, même si c'est ses premières œuvres. Puis, il faut préciser qu'à la base, le premier John Wick, c'était pas prévu comme une trilogie. Il voyait ça comme plus un film d'action, mais c'est tellement pris que il s'est pris au jeu, il a fait une trilogie. Donc, on a le droit maintenant à un deuxième chapitre que j'ai trouvé très bon. Côté acteur, on a plusieurs acteurs qui reviennent du premier film, entre autres Keanu Reeves, sans surprise. On a Common, ça va être vraiment Common, c'est un rappeur et acteur américain qui joue entre autres dans la série de western que j'écoute en ce moment, Hell of Will, qui fait aussi une très bonne performance dans cette série-là, très bon acteur. On a Laurence Fishburne, qui retrouve Keanu Reeves après la série Matrix, qui fait une très bonne performance. On le voit peu. Je m'attendais à le voir plus dans le film, mais on en reparlera. On a Ruby Rose, qui fait une performance assez, je dirais, étonnante. Ouais. Laurence Fishburne, en plus, il est officiel là, dans le troisième. Oui, c'était confirmé. On a Ian McShane, un acteur que j'adore, qui fait beaucoup de rôles secondaires, mais il y a une prestance, cet acteur-là. Dans le film, surtout, il regarde, puis quand il te parle, t'as peur. Tu sais qu'il contrôle la situation. C'est lui qui gère le Continental. Et on a. Sûr? Oui, je sais que je connais mes acteurs. Okay? J'ai besoin de voir les autres noms, s'il te plaît, Max. Oui. Puis on a aussi. John Leguizamo, qui fait le méchant du film, si on veut. Le méchant, je pense que c'est un Italien, je ne me trompe pas, qui, dès le début du film, va venir croiser le chemin de John Wick. Et on a Ricardo non, c'est lui, je pensais que je dise. C'est Ricardo Scamarcio, le méchant, c'est ça? Je sais pas, je voulais regarder, mais tu m'empêches. Va vérifier, parce que je viens de mélanger deux rôles, je crois. Je voudrais pas dire n'importe quoi. Je tiens à dire les bonnes choses quand on parle de cinéma. Mais je commence à pas être Keanu Reeves en attendant qu'on trouve c'est qui les acteurs. C'est nous. On les avait pris en note, mais ça s'est perdu en chemin. Keanu Reeves là-dedans fait encore une très bonne performance. Je dirais un peu moins bonne, un peu moins profonde que la première. Reste qui est très bonne et il est à son meilleur. John Leguizamo, on le voyait aussi dans le 1, c'est un ami de John Wick. C'est le garagiste. C'est le garagiste, voilà. Et donc l'autre que j'ai nommé, Ricardo Scamarcio, c'est le méchant du film, un Italien. Donc, on va venir ces acteurs, vu que tu as trouvé. Production... Vas-y. C'est les productions Summit Entertainment, distributeur Lionsgate. Lionsgate. Côté critique, Metacritic, il y en a 75 avis positifs. C'est très bon pour eux. Très bon. Le public 81, c'est excellent. Côté Tomato, un peu plus généreux avec 89% d'avis positifs. Et 85 côté public, ce qui veut dire que c'est un succès, c'est un très bon film. Côté box-office, si tu veux t'y lancer. Oui, dans le fond, le film a rapporté 171 millions.
qui est très, très honorable pour un film d'action de ce calibre-là. Et il n'a coûté seulement 40 millions. Et c'est un film qui n'est pas nécessairement exporté dans plusieurs pays. Fait que c'est surtout aux États-Unis puis au Canada que ça va jouer. T'sais, il va sortir en France, tout ça, puis la question n'est pas là. Mais c'est suffisamment pour rapporter d'argent ici. Là, ben oui. Alors, le film est très rentable. Non, c'est très rentable, je suis pas surpris. Excuse-moi. Petite anecdote pour finir le tour d'horizon du film. Une partie du film a été tournée à Montréal. Oui, on en connaît plusieurs boutiques. Oui, les premières scènes du film sont tournées à Montréal, entre autres, devant mon école, encore une fois, l'école Promédia à Montréal, sur Sainte-Catherine. Il y a une petite course de course d'auto au début du film, et c'est tourné à Montréal. Et il y a aussi d'autres scènes d'action aussi qui ont été tournées à Montréal. Il faut dire que maintenant, Montréal est rendu une ville reconnue pour le cinéma. Surtout à cause du retour d'impôt. Oui, le retour d'impôt, nous, on est très généreux ici. Et beaucoup de films, entre autres, toute la franchise X-Men se fait ici maintenant. Il y a beaucoup de films d'action et d'autres comédies ou des films qui n'ont pas autant de budget. Mais ils viennent les faire à Montréal pour sauver de l'argent, mais ils font passer souvent ça pour une ville comme New York, Chicago, que ce soit. Mais c'est tourné ici. Entre autres, comme John Wick qui se passe à New York, mais que les scènes sont tournées ici à Montréal pour plusieurs. Ou comme X-Men. Comme X-Men, voilà. Qui est tourné aux États-Unis et qui se déroule aux États-Unis, mais c'est tourné ici. Pour revenir, on va être dans les acteurs. Comme je disais, Keanu Reeves fait une très bonne performance. J'adore le voir se battre. Il est éblouissant. Je dirais que là-dedans, il parle un peu. Il parle beaucoup moins que dans le premier, il faut dire. Il vieillit pas, hein, cet acteur-là, en plus. Non, c'est le genre d'acteur qui a pas l'air de vieillir. Je dirais que son personnage est un peu moins profond, toujours aussi torturé. Ça me permet une parenthèse. J'ai vu un gars qui a partagé sur son Facebook. Il a manqué d'argent pour son billet d'avion ou quelque chose. Puis Keanu Reeves était là. Il a payé le billet aux deux. Ben voyons. J'ai fait c'est bien cool. Ah, Okay. il est vraiment cool. Ça, c'est à Paris. Keanu Reeves. Mais j'ai aimé sa performance. Je dirais que, un peu comme pour le dernier Jason Bourne, ils ont focusé plus sur l'action que sur le dialogue dans ce film-là. Ouais. Le premier, il y a beaucoup plus de dialogue. Ouais, je pense que c'est ça son plus grand défaut, ce film-là. Mais on reviendra. Là. Ouais, ben on reviendra, mais je pense que je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais il reste qu'il fait une très bonne performance. Qu'est-ce que tu as pensé de toi, Keanu Reeves? Keanu Reeves, il fait très comme Will Smith. Là. Ouais. Il fait Will Smith. Mais Keanu Reeves, je l'aime. Il a une prestance, puis il a vraiment comme un regard. Autant qu'il mélange avec la naïveté puis la vengeance. Ouais. Il est capable. Il fait pas peur, mais c'est que tu le sais qu'il faut pas que tu l'écœures, le personnage, là, je parle. Là. Mais non, pour moi, Keanu Reeves, c'est pas de l'autopilote, puis non, c'est un excellent acteur là-dedans. Je pense qu'on peut pas. S'il y a bien une chose qu'on peut pas remettre en question, c'est ça. Ben oui, c'est un excellent acteur. Je ferai pas le tour du casting, mais je vais en parler de deux autres que je trouve qui sont importants de parler. Peut-être trois, on verra selon ton avis. Je voudrais parler de Ian McShane, qui était là aussi dans le premier film. C'est un des autres personnages qui est encore là du premier film. Il y a un petit rôle, par exemple. Il est moins présent que dans le premier, mais il y a quand même quelques scènes intéressantes. Puis il y a un impact dans l'histoire, surtout à la fin. Reste que moi j'adore cet acteur-là, il fait souvent des rôles secondaires puis il est très bon, mais c'est sa prestance lui aussi. C'est lui qui fait comme l'autorité dans le film, c'est lui qui va comme gérer entre le méchant puis John Wick. Et j'ai beaucoup aimé sa performance. Et je trouve par contre c'est dommage qu'on le voit moins que dans le premier, mais j'ai apprécié sa présence. Je sais pas si c'est de quoi ajouter sur lui. Je l'adore. Je l'aime beaucoup, ce monsieur-là. OK. Mais non, j'ai pas plus grand-chose à dire, vu qu'il est pas là assez longtemps pour faire une opinion. Là. OK. Je le finis aussi avec le méchant, Ouais. qui est quand même important à parler, parce que c'est quand même le méchant du film, il en fallait un. C'est Riccardo Scamarcio, acteur italien. Et je dirais que c'est un peu un des points faibles du film. Ouais, ben, très, 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 très ordinaire. Mais c'est un méchant pour avoir un méchant. Ouais, ben c'est ça, c'est le méchant, tu sais. Il vient faire. Dès le début du film, il croise John Wick, puis c'est lui qui va foutre la merde dans l'histoire. Parce qu'en tant que tel, le premier film il aurait pu finir, puis c'était fini, tu sais. Puis ils ont voulu relancer l'histoire dans le deuxième en achetant un nouveau méchant qui relançait le désir de vengeance de John Wick, parce que c'est le but de John Wick, il cherche la vengeance. Donc, il fallait un méchant, puis je trouvais qu'ils l'ont pris comme pour faire le méchant, mais il manquait de chair, il manquait de prestance. Surtout qu'il est frustrant à long comme méchant. Donc, je trouve que c'est un des points faibles du film. Je pense que tu penses la même chose. Donc, absolument, je suis même pas capable de rajouter de plus. C'est vraiment ça. Fait que je pense qu'avec l'appréciation du film, je vais te laisser commencer. Moi, personnellement, je l'ai trouvé moins bon que le premier, sur plusieurs aspects, dont au niveau du scénario. Le film, à la fin, prend une tournure que j'apprécie plus ou moins. De plus, je trouve que, comme on disait tantôt, le méchant, c'est vraiment un méchant de bas de gamme. Là. On l'a déjà vu 1000 fois. Mais si on enlève tout ce côté négatif-là du film, en soi, c'est un divertissement pur et simple. On a du plaisir d'un bout à l'autre. C'est de l'action. Ça n'arrête pas.
Le film respire beaucoup les couleurs noires, mauves. Puis, la photographie est vraiment, vraiment, vraiment belle. C'est sûr que je te dirais que on est une coche en dessous, mais c'est un film qui mérite vraiment peut-être même plus qu'une écoute. Et c'est un bon divertissement de film d'action. Pas à la hauteur du premier, mais ça va dans la lignée de John Wick et on est satisfait de ce qu'on ressort de ce film-là. Toi, Mathieu? Bon, d'abord, j'ai beaucoup apprécié le film. C'est sûr, il est moins bon que le premier. Ça reste que l'ambiance de John Wick, j'adore. Les scènes d'action sont folles et bien chorégraphiées. Je dirais que le défaut en soi, c'est le méchant et le fait que le personnage principal parle beaucoup moins, donc il y a une question de scénario dans ce cas-ci. Mais l'ambiance est vraiment bonne. Puis aussi le fait qu'il ait mis un peu plus l'avant le Continental, qui est comme le lieu que les assassins vont en lieu neutre. Dans le premier, on le voyait un peu, mais c'était sous-exploité. Et dans le deuxième, il l'exploite beaucoup plus. Surtout le personnage de John Wick va exploiter le système à fond. Donc j'ai beaucoup aimé ça. C'est d'ailleurs le nom de la série qui va être faite sur le même univers. Ça va être autour du Continental, qui est comme le lieu par excellence de... J'espère que ça va être bon, ça. Ah, j'espère aussi. Donc j'ai apprécié le film. Je dirais que la fin est surprenante. Je m'attendais pas à une telle fin. Je dirais que c'est un peu dommage le choix qu'il a fait. On en reparlera côté spoiler, mais il y aurait pu tellement avoir une autre fin différente clairement. à ce film-là. Mais outre ça, le film s'écoute super bien. Un très bon film d'action, un très bon divertissement. J'ai oublié de mentionner, j'ai oublié de mettre en contexte le film, mais dans le fond, le film se déroule directement à la fin du premier. Et dans le fond, il complète sa vengeance sur ceux qui ont tué son chien puis volé son auto. Il va tuer le reste de la famille russe qui restait de la mafia russe. Parce qu'ils sont encore à sa poursuite. Ouais, c'est encore à sa poursuite. Et il va retourner chez lui en paix. C'est là que l'histoire va repartir parce qu'une ancienne personne pour qui il travaillait va venir le voir, qui est joué par Ricardo Scamarcio, et il va lui dire: t'as une dette envers moi, il faut que tu la payes, sinon ben je n'aurai pas le choix de te tuer. Fait que là, John Wick n'a pas le choix, fait que là, il va se relancer dans une quête de vente détail, de tuer tout le monde. Donc c'est un peu ça l'histoire de base. Ça a l'air simple, un peu comme le premier, mais l'histoire est quand même assez folle en soi. Donc on va écouter spoiler pour voir plus en détailler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors, on est dans la zone spoiler et là, on va parler du film en détail. Je dirais que la force de ce film-là, c'est les scènes d'action. On peut pas aller de côté. Et le film part en soi très fort là-dessus, parce que ça commence que John Wick poursuit les derniers Russes à tuer. Et il va être dans une planque, et là, la scène est juste... Puis là, on le reconnaît très bien Sainte-Catherine, soit dit en passant. Ouais, ben oui. Moi, j'ai reconnu tout ça, puis j'ai reconnu les boutiques aussi, entre autres. Ouais, je pense que j'ai vu Garage, ça se peut-tu? Il y avait Garage, il y avait Chanel aussi, il me semble. Ouais, ça se peut. Et c'est la rue, en fait, de mon école, fait que je la reconnais facilement. C'était où, à peu près, à Montréal? C'est la course au début, c'est sur Sainte-Catherine, à la hauteur du métro. C'est la ligne verte. Ouais. Proche de la place des Arts, il me semble. Ok, ouais, ça aurait du sens. Ouais. C'est proche de la place des Arts, c'est la ligne verte. Bon. Et effectivement, on reconnaît le côté moral, mais la scène de combat au début, il se bat dans le garage, il va chercher son auto, puis il part avec son auto, puis là. Tu serais là avec Keanu Reeves devant toi. Tu continue. Ça serait fou. J'aurais pu le voir, ça me fait chier pareil. Mais quand tu y penses, hein? J'étais juste à côté, genre, j'avais fait fuck off mon cours, puis je serais descendu à une Tu t'aurais pu arriver avec un chien, puis mettre un gun sur la tête. Ah ouais, qu'est-ce que tu vas faire, mon esti? Clairement. Mais la scène, j'ai aimé ça, la façon que c'est fait, parce qu'il essaie de s'en aller avec son auto, puis tout le monde l'attaque pour pas qu'il s'en aille. Et là, il va débarquer de son auto, il va tirer, il va. Puis t'as l'impression qu'il est immortel dans cette scène-là. Ah ouais, écoute, c'est une des forces du film, c'est les chorégraphies. Justement, quand on va dans l'entrepôt avec les scènes, justement, où il y a des voitures au début. Ouais. Écoute, je parle pas sur l'autoroute, là. Ouais. Pas sur l'autoroute, mais sur la route, je parle quand dans l'entrepôt. Écoute, il trouve tout le temps une façon, genre, de pouvoir buter le gars avec un char de façon la plus différente possible. Puis, pour vrai, ça a dû être vraiment être une grosse job tu sais, c'est pas du... C'est pas une image fixe, mais tu sens qu'il y a vraiment des chorégraphies qui ont été faites puis qui ont été vraiment travaillées. Puis, écoute, je comprends même pas qu'on n'est pas capable de faire des affaires de même au Québec. Pour vrai, c'est super spectaculaire. Ah, c'est spectaculaire, c'est fou. Des fois, j'ai l'impression que c'est plus impressionnant qu'un CGI. Ouais, ben oui, de loin, là. Le côté réaliste comme ça, là, c'est aussi la force de Christopher Nolan, puis ses films, là. Il met moins d'effets spéciaux, puis ça paraît. Quand on regarde les scènes, sont beaucoup plus spectaculaires en soi. Même si avec du CGI, on peut faire du spectaculaire, mais on sent qu'il y a un côté fake, donc. Ouais. Mais le film met un ton, dès le début, met un ton assez rapide, dans le sens que la scène d'action est spectaculaire, puis après, il y a comme un silence, et là, il va croiser le leader des Russes, et là, il va dire: on fait la paix. Là, t'es comme, le film commence avec la paix.
Là, ça te laisse comme sur une ambiguïté de est-ce qu'il va y avoir de l'action ou ça va être comme plus calme? Je sais pas si ça a eu cet effet-là pour toi, mais pendant une couple de minutes, t'as comme un calme qui se fait dans le film. Ils retournent chez eux, ils relaxent. C'est même, ça dure comme une bonne 20-25 minutes. Là. Ils rangent ses armes, fait le ménage. Ils recimentent tout aussi. Ouais, ils recimentent tout. Je pense pas une douche, ils mangent, tout ça, ils relaxent. Ils nous présentent en même temps par la même occasion son nouveau chien, le Pitbull. Ouais, son nouveau chien, il voit son ami le garagiste qui est cherché son auto. C'est full calme, t'es comme, ok, mais là, qu'est-ce qui se passe? Puis à un moment donné, ça sonne. Là, t'es comme, ok. Là, t'as le gars qui arrive, tu vois que c'est clairement genre un mafieux, quelque chose, il est full bien habillé. Puis il commence à y parler, puis là, t'as une nuit, tu vois, ça ne tente pas. Là. Puis là, il dit, t'as une dette envers moi, faut que tu me règles de quoi pour moi, puis après, on est quitte. Il est comme, ok, dis-moi ce que t'as à faire. Non, au début, il veut pas. Fait que là, le méchant, il fait exploser sa maison. Fait que ça met le ton au film. Fait que là, il va se réfugier au Continental. Puis l'autre, là, c'est là qu'on rencontre l'autre acteur que j'aime beaucoup. Puis il dit, gars, t'as pas le choix, faut que tu fasses sa dette parce que il te laissera jamais en paix. Puis il dit, bon, ok, je vais le faire. Puis il dit, ta dette, c'est de tuer ma soeur. Ça amène vraiment une belle scène, ça, par exemple. Ah oui, ben oui. Écoute, je sais pas si tu veux continuer sur ce lancer-là. Là. Oui, ben justement, il s'en va comme dans un. C'est une discothèque, mais que c'est pas à l'intérieur. Ouais. Et c'est justement, le spa est à l'intérieur. Il n'est pas dans le milieu de la discothèque. Ouais. Le spa, il se retrouve comme dans une chambre à part où que la sœur du méchant se retrouve. Ouais. Puis ça amène une tranquillité parce que c'est là que Keanu Reeves arrive puis on l'entend pas venir. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Elle est en train de se maquiller, je me trompe pas. Et justement, il annonce, ben écoute, faut que je te tue. Puis elle dit, ben, au moins dis-moi c'est qui, tu sais. Il dit, ben, c'est ton frère. Ton frère, il veut que je te tue. Puis il est comme, asti que je le savais. Je le savais. Il n'est pas surprise là-dedans. Puis où que je veux en venir, c'est que justement, ben, tu sais, écoute, si tu veux me tuer, c'est correct. Faut que je deal avec ça, mais tue-moi dans mon bain. Fait que, il y a-tu dans le bain, puis t'as comme le sang qui coule autour de elle, en même temps qu'il apporte une genre de robe rouge. Puis pour vrai, ça donne une scène excessivement très belle parce que t'as la caméra qui est comme plus de haut du bain, Ouais. ou du spa, je sais pas trop comment faut le nommer. Puis le piscine, dans le fond. Ouais. Puis ça amène vraiment une belle scène. Puis ça donne le ton aussi au sens des contrats du Continental, justement. À quel point que, tu sais, faut pas que ça se limite non plus à juste je te tire dans la tête, t'as le cerveau qui éclate. Ouais. Il y a une sorte de propreté, puis il y a une sorte de respect là-dedans. Puis ça, c'est une des choses qui rend l'univers de John Wick plus intéressant. Ouais, puis c'est pas juste du tuage, là. Il y a comme un code puis tout ça. Puis cette scène-là, il y a un contexte avant que j'aime bien. C'est là qu'on découvre comment fonctionne le Continental vraiment plus complexe. Puis c'est là qu'il croise Common aussi, excuse-moi. Ouais, Cross Common. Et le Continental, ce que j'aime bien, c'est l'ambiance. Puis c'est comme présenté comme c'est un hôtel. Puis, mettons, dans le, je sais pas si vous en français en anglais, mais en français, il dit est-ce que le sommelier est là? Là, il dit oui. Puis là, t'es comme pourquoi il va voir le sommelier? Puis il rentre dans la pièce, puis il y a plein d'armes partout. Ah ouais. Là, t'as le gars qui est là, il présente comme si c'était du vin. Fait comme, qu'est-ce que vous voulez? C'est ce que ça me rappelait. Ça me rappelait un peu Kingsman quand ils allaient chercher leur stock aussi. Ouais, Ça fait penser le même genre. C'est- Est-ce que c'est un voyage d'affaires ou c'est. ouais, c'est ça, professionnel. Professionnel. Ouais, même chose quand il va chercher son smoking. Il Ouais. va comme dans une place sombre de couture. Puis à chaque fois, c'est des pièces. Les pièces, ça donne accès à des endroits. Puis. Mais ça, c'est intéressant. C'est ça qui est cool dans le 2. C'est que dans le premier, on voyait plus ou moins le background du Continental. Ouais. Là, c'est vraiment intéressant. On voit vraiment que. Il y a un code moral. En tout cas, je trouve ça super cool. Ça. L'ambiance, c'est vraiment folle, j'aimais ça. Puis cette scène-là, c'est une de mes préférées quand il fait ses emplettes, là, comme on dit. Là. Il achète une carte, son smoking, ses armes. Ouais. J'aimais bien le principe, comment c'est établi. Puis la scène, quand on retourne où elle meurt, qui tue la sœur, quand il doit s'enfuir, je trouve que c'est la scène la plus spectaculaire du C'est film. la meilleure. Ah, Oui, c'est- je suis d'accord avec toi parce que c'est de l'action non-stop, mais c'est du gunfight. Là. C'est quasiment. C'est comme si la caméra suivait John Wick tout le long, puis c'est du. Puis t'as des têtes qui éclatent, puis il arrête pas d'en tuer. Là. Il y a des corps qui tombent comme ça, pas de bon Puis il sens. se fait jamais pogné, genre, ou quelqu'un. Non, au proche, il mange des coups, mais c'est tout, genre. Mais c'est un peu ça que John Wick 1 faisait. Je me rappelle, il y a des scènes où Crime. Je pense que c'est dans un. C'est genre c'est un club avec des spas aussi, encore une fois. Pas comme de fait, mais ça, c'est le thème. Là. Mais c'était écœurant, ces scènes-là dans le premier, puis dans le deuxième, c'est la même affaire. Ça, ils ne sont pas trompés. Ils ont dit, on reste dans ce thème-là. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment la photographie, les couleurs aussi, de mauve, noir. Ouais. Ça donne vraiment un côté très esthétique au film, je trouve. Oui, puis aussi les scènes sont réalistes dans le sens que, tu sais, un moment donné, il s'arrête, il est essoufflé, ou il doit recharger son arme, puis tu sais, il est à côté, puis là. Il est humain pareil. Ah, il est humain,
mains, puis il mange des coups, puis comme puis il continue à avancer, à un moment donné, il boit, tout ça. C'est bien fait pour ça. Puis j'ai aussi aimé le fait que dans le premier, il utilisait juste son pistolet. C'était cool, tu sais, c'est se battre avec un pistolet. Ouais, là, il prend des mitraillettes. Dans le 2, il y a plusieurs armes, il y a un shotgun, ça fait une variété dans les combats. Ça ajoute différents combos, comme à un moment donné, il doit recharger son shotgun, puis le gars il fonce dessus, fait qu'il accote son shotgun sur le gars, puis il le repousse sur le mur, puis il charge sa balle, puis il tire. Ah ouais, c'est fou. Fait que j'ai bien aimé ça. Mais la seule affaire que je te dirais, quand on arrive au méchant, puis avec ton acolyte de Ruby Rose, Ouais. là, La muette, la là. muette, cette fille-là, on la verra plus dans 5 ans, c'est sûr. C'est genre, dans les films qu'elle joue actuellement, comme genre Triple X, Ouais. elle joue comme des actrices qui ont comme une tendance populaire, là, puis là, elle fait tous les films d'action, puis là, on les voit plus. C'est ça qui va arriver, parce que là-dedans, elle est très oubliable, là, tant qu'à moi. Là. Oh, ben, premièrement, elle fait une muette, ce qui est particulier en soi. Ça me dérange pas parce que ça lui donne un trait de personnalité. Ouais. Mais je trouve que son personnage n'est pas intéressant, genre. Ben, il se démarque moins que mettons, le fils du Russe dans le premier qui faisait comme l'homme de main, là. Là-dedans, oui, elle est comme, tu sais, c'est une femme, elle a les cheveux courts, elle a un look, tout ça. Mais elle est pas très, elle peut être oubliable, là, tu sais. À part sa scène de combat finale à la fin, dans l'ensemble, elle est pas super intéressante. Même elle dit que, on donne l'impression qu'elle pourrait revenir parce qu'à la fin, elle dit que c'est pas fini, là. Puis là, John Wick dit non, c'est fini, puis il s'en va, là. Puis, mais il reste qu'elle est quand même oubliable, je dirais. Puis c'est plus Common qui est intéressant. Parce qu'il y a une bonne scène de duel qui se fait entre les deux. Puis ils finissent par tomber dans le Continental. Puis là, ils font comme OK, on arrête de se battre. Puis ils vont prendre une bière. Ils prennent chacun un verre, puis ils jasent, là. C'est pour montrer l'ambiance de neutralité du Continental. Parlant justement du Continental, on peut arriver à la fin où justement John Wick décide de tuer le méchant dans le Continental? C'est quelque chose qui m'a dérangé, moi. Ben, je vais aller du côté Laurence Fishburne avant. Ah, ouais, quand il rencontre le gars dans le métro. Parce que là. quand il doit à un moment donné, il est blessé, puis il doit s'enfuir dans le métro, puis il bute du monde derrière. Il y a une belle scène qui tue 3 gars avec un stylo. C'est vraiment cool. Ouais, il transperce le corps d'un gars avec un stylo, là. C'est assez spectaculaire en soi. Ouais, je te l'accorde. Puis il est blessé, mais quand on est plus chaud, il faut qu'il se cache. Puis ça, j'ai été surpris, je m'attendais pas à ça. Il fonce dans un itinérant, puis il pitche une pièce dans son gobelet, puis il se couche à côté de lui. Puis l'itinérant fait se pogner un drap, puis il met par-dessus lui, puis il se réveille dans genre une base où c'est là qu'on rencontre Laurence Fishburne. Je m'attendais à le voir plus que ça, mais. Ouais, c'est ce que j'ai aimé par exemple de Laurence Fishburne, c'est qu'on sait pas si il est de son bord ou Ouais, si il est ambigu, là. Ouais, je trouve ça Il cool. laisse une chance, c'est comme, ok, regarde, je te donne un pistolet avec 7 balles, si tu réussis pas, mais tout bad, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais je sais qu'il va avoir plus d'importance dans le prochain film, mais il reste que j'ai aimé les revoir ensemble et qui interagissent, c'est 2 acteurs que j'aime bien. Ben, on était content de les revoir après la Matrix, ça faisait longtemps. Ben oui. Mais j'ai été surpris quand même, je sais pas si c'est voulu, mais Laurence Fishburne dirait qu'il avait pris du poids pour le film. Parce que il avait l'air plus gros que ce que j'étais habitué de le voir. Je sais pas si c'est son manteau ou quelque chose. Je pense que c'est son manteau. J'avais l'impression qu'il était plus gros que la normale. En tout cas, c'est peut-être mon impression à moi, mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Puis oui, on peut arriver à la fin avec le méchant qui se fait tuer par John Wick, tu l'en parlais. Ouais, c'est ça. Ben, il le tue dans le restaurant de Continental, puis ils n'ont pas le droit de tuer là. Ouais. C'est censé pouvoir aller te coucher là si tu veux, puis qu'il t'aille la paix. Ouais. Puis je trouve que c'était très facile de faire ça, puis faire fuck up John Wick, mais tu vas être vraiment dans la merde. Comme ça, on va avoir une raison de faire un 3. Ouais. Moi, je pense que s'il aurait voulu, il aurait pu juste s'asseoir sur la table et faire OK, on va attendre ensemble jusqu'à temps que tu sors. Ou le traîner tout simplement. Ouais, je pense que même ça, il aurait pas le droit. Ah, peut-être, ouais. Mais effectivement, il aurait pu juste patienter, genre, qui finit par le feinter, par exemple, qui sort, puis le tuer. Effectivement, ça aurait été une scène assez plus intéressante. Tu sais, quand tu vois ta mort venir, là, tu sais. C'est stressant. Reste qu'il fallait évidemment mettre un élément de contexte pour le troisième. Ouais. Et le fait qu'il tue un continental, puis ben, en même temps, ça met dans sa personnalité qui est à bout, puis il est tanné, puis il est fatigué. Puis Ben ouais. puis il est tanné de ces règles-là, puis il est obligé de faire des choses qu'il veut pas. Mais là, ça va être pire. Parce que là, à la fin, il dit, il est avec Ian Shin, puis là, il dit, j'ai pas le choix de te mettre ta tête à prix, mais regarde, je te laisse 1 heure, c'est tout ce que je peux faire pour toi. Je te laisse 1 heure, puis il donne aussi un truc de dette. Ouais. Il dit, tu vas peut-être en avoir besoin. Puis il dit, là, John Wick, il dit, c'est correct, je vais aller pour. Dis-leur, j'arrive pour tout le monde. Moi, tous les tuer, m'a réglé ça, il n'y en aura plus. Moi, tous les tuer. Puis il part en courant. Puis là aussi, j'ai trouvé ça assez. Ça, j'ai trouvé ça cool. C'était cool, mais en même temps, je trouvais ça intense parce que tout le monde qui est dans le. Ben, au début, toute la foule, c'est tous des assassins. Oui. Puis après, quand ils s'enfuient, tout le monde qui est dans le parc, c'est tous des assassins qui sont dans le parc. Genre, t'as un couple qui est assis, ils ont chacun leur selle qui sonne. T'as un gars qui fait son jogging, son selle sonne. C'est tout le monde, c'est des assassins. Je trouve ça un peu intense. En même temps, c'est spectaculaire, mais que tout le monde, dans la foule, c'est tous des assassins qui se promènent, tu sais. Ouais, probablement que. Ouais, je sais. Ouais, mais j'ai trouvé ça cool. Ça donne une belle scène. Ben, c'est pour montrer que ils sont plus nombreux qu'on peut le penser, mais il reste que. Ouais, puis ça met le ton dans le sens qu'il part en courant, puis j'imagine que le troisième, ça va tout de suite partir de même, dans le sens qu'il va être en pleine poursuite. J'imagine que c'est pour créer un effet
haletant, un effet être en haleine, tu sais. Mais en ensemble, j'ai aimé le film sur le méchant qui est mou. Surtout aussi qu'il est dans le milieu du film, quand il tue sa sœur, il est à l'hôtel, puis il repasse son soupe, puis il soigne, puis il appelle, il dit écoute, merci d'avoir fait ça, mais faut que tu comprennes, j'ai pas le choix, mais j'ai mis ta tête à prix, là. Tu t'as tué ma sœur, j'ai pas le choix, là. Ouais, c'est crassant. Là, je suis comme, câlisse, c'est bien poche, ça. J'ai trouvé ça vraiment dommage. Excusez-moi du sac, mais c'était vraiment. Je trouvais ça poche comme move. Bref, on est du côté. On va aller à notre note. Je pense que c'est rendu le moment de ça. Ouais. Donc, tu donnes combien? Moi, je donne un 3 sur 5. Une coche en dessous du premier, mais un bon divertissement. Que ses défauts, le scénario aurait mérité un peu plus de temps, je pense. Mais c'est un film qui est très divertissant. Comme je me répète, là, mais la photo est super belle. Un bon film en soi. J'espère juste que le troisième va remonter un petit peu plus la note. Parce que c'est bien beau d'avoir des belles scènes d'action, mais quand t'as pas de scénario, t'as ni de méchant, des fois ça rend un peu le repas froid. Ouais, ça perd sa valeur. Ben, effectivement, c'est un bon film. J'y donne 3.5 sur 5. Il est moins bon que le premier, effectivement. Il a ses défauts. Ils ont fait un peu l'erreur qu'ils ont fait avec le dernier Jason Bourne. Ils ont voulu trop mettre dans l'action et peu dans le scénario. Je sais pas si tu as vu dans Jason Bourne. Non, ça me parle pas. J'adorais la franchise Jason Bourne, puis j'ai aimé le dernier, mais le fait qu'il y ait le dernier, c'est que l'acteur il parle 15 minutes dans le film dure genre 2 heures, tu sais. C'est pas une idée, là. Ouais. Il fait juste des scènes d'action. C'est cool les scènes d'action, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un scénario parce que sinon tu te perds. Le 2, oui, il est bon, John Wick 2, mais il aurait fallu un peu plus de dialogue, un peu plus de scénario. Mais dans l'ensemble, très bon. Les scènes d'action, je les trouve toujours folles. Le personnage en soi, il est d'une classe à part, et c'est pour ça qu'il mérite sa série aussi. C'est le méchant aussi trop classique qui fait que j'ai baissé un peu sa note. Dans l'ensemble, c'est un bon divertissement, je le recommande. Si vous aimez le premier, écoutez le deuxième sans hésiter. Si vous voulez découvrir la franchise, partez, écoutez le premier et le deuxième non-stop, c'est super bon. Donc voilà. On est rendu au mot de la fin. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre, moi, sur Facebook, Mathieu Bérec Prévost. Vous pouvez suivre Max Taillon sur Twitter et Facebook. Vous pouvez suivre la Ligue des Cinévores sur Facebook, Twitter, iTunes, YouTube, Digipod, le canal Cinéma, et j'en passe. Et aussi pour vous dire qu'on a des problèmes avec notre dernier épisode, Batman Lego, qu'on a fini par régler aujourd'hui. Max a réussi à régler ça tantôt. Ouais, il devrait être sur iTunes. Là. Il était juste disponible sur YouTube jusqu'à tout récemment. On a corrigé le problème. Il est censé être disponible partout maintenant. Et ça va être le cas pour notre prochain épisode qu'on vient de sortir en ce moment, John Wick. Il devrait être disponible surtout parce qu'on a résolu le problème, donc on devrait plus avoir ce problème-là maintenant avec nos épisodes. Donc voilà, c'est déjà tout. On vous dit à la semaine prochaine et restez à l'afflux. Oh yeah!